Eh les gars, vous avez vu le trailer de... Ça va, je peux finir ou pas? Je disais, vous avez vu le trailer de Justice League? Ça va Adrien, je te dérange pas? Donc vous avez vu le trailer de Justice League sur... Bouillard! Et on ne saura jamais si on a vu la fin du trailer de Justice League parce que c'est le début de l'émission. Bonjour et bienvenue dans ce 69e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, notre joyeuse bande de chroniqueurs vous propose d'explorer ensemble le vaste univers des comics au travers de discussions et de revues sur une grande variété de publications. Oh, comment elle est carrée cette phrase! C'est chaud, il a eu le prompteur. Moi c'est Eric et pour animer tout ce bazar, à mes côtés, pour la réalisation, il y a également Adrien. Oui, et bonsoir. Comment ça va ? Très bien, vous-même? Bien, merci. Et on va dire bonjour aux 2 autres chroniqueurs de cette semaine. Il y a Alex. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et Adrien. Oui, salut, Sinon, ça va? je suis là aussi. Décidément, on veut vraiment pas te laisser parler aujourd'hui. Ouais, je sais. Ça va? Comment tu vas, Eric? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Là, je lis l'audiobook de Game of Thrones. Tu lis l'audiobook? On va dire ça. Et sinon, un truc sur l'histoire du jazz, donc pas du tout sur les comics, mais voilà, désolé. Et toi? Moi, je viens de finir. Enfin, je suis en train de finir Zero No Ways. Ah, tiens non. Et c'est bizarre, hein? Alex aussi, j'imagine que tu lisais ça? Ouais, moi je suis passé à un stade supérieur. Ah. Donc Avengers Arena. Comment Wow, mais t'as vu dis-donc, ça? c'est bizarre. Et toi, Adrien, dans ta petite bibliothèque? Qu'est-ce que je lis en ce moment? J'ai rattrapé tout Flash Rebirth là, et donc du coup je suis enfin un C'est bien? jour. Ouais, j'aime bien. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Il y a un truc où ça revisite un petit peu tous les grands moments de Flash et ça réintroduit tout et tout. Je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, moi, Et ils reprennent sur le truc du comédien ou pas? Ah, pas encore. Pas encore. Enfin, là, ça va être soon. De toute façon, on a un programme toujours aussi sympathique pour vous, avec dans les revues un petit tour dans une galaxie très très lointaine avec Star Wars Dr. Aphra. Notre premier comics italien traité dans l'émission, c'est Orphelin. Et un titre issu d'une nouvelle gamme de DC Comics, c'est Dave Carson Has a Cybernetic Eye. C'est long à dire. On le dira peut-être pas à chaque fois. Non, on va dire Dave titre, Carson, c'est très bien. Dans la deuxième partie de l'émission, notre dossier se portera sur Runaways, un titre Marvel de 2005. Et en dernière partie, on vous donnera notre avis sur la série télé qui retourne le crâne, c'est Légion. J'oublie pas qu'en fin d'émission, nous annoncerons le nom du vainqueur du quiz sur le Hellboyverse qui a eu lieu là, il y a 2 semaines. Ne zappez pas tout de suite à la fin. Entre les deux, il y a une émission qui est très sympa. Ah oui, c'est vrai. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis grâce aux réseaux sociaux, vous en avez l'habitude, ou à laisser des commentaires sur le site de Radio Kawa tout en bas de la page de l'épisode. Et si vous aimez notre émission, parlez-en autour de vous, ou faites un petit tour sur iTunes pour nous mettre des petites étoiles pour nous faire connaître. En tout cas, nous y aider. Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oh Ouais. oui. Oh oui. Comics Cast numéro 69, c'est parti. On commence tout de suite avec les revues. Nous choisissons 3 comics dans les publications récentes dans une grande variété d'éditeurs et nous lisons chacun dans notre coin avant d'en discuter ensemble pour la première fois. Premier titre cette semaine, c'est Zef qui va nous le présenter. Il s'agit d'un titre issu de la publication Star Wars chez Marvel. Celui-ci s'appelle Dr. Aphra. C'est écrit par Kieron Gillen, illustré par je ne sais plus parce que j'ai pas le conducteur, mais c'est pas grave, on va le dire dans un instant dès que je tournerai la page. Et c'est donc chez Marvel Comics. C'est exact, tout ça. Donc Dr. Aphra, en fait, pour le petit rappel, c'est sûrement l'un des meilleurs comics de Star Wars qui est sorti actuellement. Ah ouais, quand même. Voilà. Direct. Vous pouvez lire. Ciao. Allez, salut. C'est Kev Non. Walker, l'illustrateur, Ouais, voilà. excusez-moi. Qui a bossé entre autres sur plein de choses. Donc pour reprendre, donc Dr. Aphra, en fait, ça reprend la fin. Enfin, faut pas forcément l'avoir lu, mais c'est la suite directe de Darth Vader. T'as vu, j'ai fait un franglais. Darth Vader. Donc les comics, hein, bien sûr. Oui, pardon. Oui, on parle des comics Marvel, donc toute la série qui a été, enfin tout l'univers Star Wars qui a été repris par Marvel. D'accord. Suite au rachat par Disney, enfin tout ça, voilà. Ils ont sorti tout plein de comics qu'on vous conseille en grande partie, dont Poe Dameron, là, machin. Non, surtout pas. Et donc voilà, il y a eu une grosse série de 24 ou 25 issues de Darth Vader que je vous conseille très largement parce que c'est une vraie tuerie.
Et dans cette série, il y a un nouveau personnage qui apparaît, donc Dr. Aphra, qui est une nana qui, pour le rappel sur Darth Vader, en fait, elle va bosser avec lui. En fait, lui, il va l'employer pour faire des trucs un peu souterrains on va dire, en dehors de l'œil de l'empereur, pour pouvoir trouver des trucs, de la thune, monter une armée. Enfin, il y a plein de choses assez cool qu'elle fait pour lui. Et à la fin c'est un peu un spoil, mais bon, tant pis. Elle fait semblant de mourir pour s'échapper un peu de ses griffes et de redevenir un peu indépendante. Et même si on pense que Darth Vader sait qu'elle est pas morte, en tout cas, elle revient sur sa série, qui est donc repris par le même auteur que Darth Vader, tu l'as dit, donc Gillen. Donc voilà. Dr. Aphra, pour le personnage en lui-même, c'est un espèce de mix entre Han Solo, pour le côté un peu baroudeur stylé, on va dire, Indiana Jones, ça tombe bien, pour le côté archéologue ultra stylé, et Lara Croft, parce que c'est une meuf archéologue ultra badass. D'accord. Je fais trop sexiste, mais c'est pas grave. Elle est accompagnée d'un Wookiee, ça tombe bien. Ça fait un peu Han Solo, qui lui est un peu vraiment personnage secondaire. Et de 2 droïdes assassins que Adrien ne renierait pas ici, qui sont ultra cool, qui s'appellent, de mémoire, c'est BT et 000, qui sont ce qu'aurait dû être R2D2 et C-3PO. Parce que franchement, en plus d'être des droïdes assassins qui pourraient assassiner énormément de personnes d'un coup, ils ont un humour complètement noir et cynique qui est vraiment trop cool. Donc voilà, donc tout ce petit groupe, en fait, après Darth Vader, vont essayer de monter des plans pour se faire un peu de thune, parce qu'ils sont un peu fauchés, comme Han Solo. Putain, c'est bizarre, hein, toute cette reprise. Et voilà, donc en fait, c'est un peu une prise de risque de la part de Marvel de faire une série au nom de Dr. Aphra, parce que finalement, c'est un personnage qui est relié à rien, finalement, dans l'univers Star Wars. Toutes les séries qui sortent aujourd'hui. Tu veux dire de l'univers Star Wars hors comics? C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui apparaît. Oui, voilà. J'entends. Qui n'est pas relié à l'univers originel de Star Wars. Darth Vader on sait d'où il vient. Leia aussi. En fait, toutes les séries qui sortent aujourd'hui sont reliées à l'univers Star Wars, et ça, c'est une des premières séries, enfin la première, qui vient en fait de rien finalement, et qui va peut-être commencer le côté un peu légende de Marvel et de Star Wars sur ce qu'ils ont tout effacé. Question, Poe Dameron, il est dans le 7e film, mais est-ce qu'on considère que c'est aussi un nouveau personnage ou... En fait, il vient du film, il vient de l'univers. D'accord, ouais, donc qu'on le veuille ou pas, même qu'on ait aimé ou pas le film, le 7, qu'on ait aimé ou pas la prélogie, tout ça fait partie de l'univers originel de Star Wars, parce que créé par les films, et parce que voilà, ça existe comme ça, et que tout produit dérivé qui vont sortir de ça feront partie de l'univers originel d'un univers de base. D'accord. Je sais pas si je suis clair dans ce Moi, j'ai compris. Ça va, alors si t'as compris, c'est que je suis clair. Donc voilà, c'est un peu une prise de risque, mais finalement, ça reste un comics qui, par son indépendance pure des films, devient en fait complètement libre. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment prendre la direction qu'ils veulent dedans. On s'en fout. Il y a aucune. Le comics n'a rien à prouver, le personnage n'a rien à prouver, il a rien à amener en disant ok, ça vient du film, donc ça paraît plus ou moins legit. Non, ils partent dans le sens qu'ils veulent, et c'est complètement legit, parce que de toute façon, ça vient de Marvel, ça vient de Star Wars, ça vient de Disney, donc ça fait partie de leur nouvel univers. D'accord. Donc on va suivre Dr. Aphra on va avoir des petits flashbacks, parce qu'on connaissait un petit peu sa vie dans Darth Vader, mais on savait pas trop d'où elle venait ou comment elle avait eu sa licence d'archéologue ou ce genre de choses. Et là, en fait, on va suivre un peu en flashback son passage à la véritable profession d'archéologue, et elle va revoir son père, qui lui aussi est un archéologue, avec qui elle entretient des relations un peu distantes et tendu, on va dire, et lui qui, comme tout grand archéologue, est sur un seul rêve, c'est-à-dire découvrir le temple Jedi, ou découvrir un truc ultra oublié qui le ramènera, qui lui rapportera pas forcément la gloire, mais le côté un peu, voilà, j'ai découvert quelque chose de l'histoire, en fait, c'est moi qui l'ai vu, c'est moi qui l'ai découvert, c'est mon nom qui s'est gravé dessus. Et donc elle va le suivre sur une aventure qui va l'amener entre autres sur Yavin 4 ou sur dans différents temples Jedi. Le dessin est très cool. Enfin, moi, j'accroche énormément. Il y a un petit côté un peu pastel, un peu je vais dire pas cartoon, mais on s'éloigne un peu de ce qui a été fait sur Darth Vader, parce que c'est pas le même dessinateur. Mais en tout cas, c'est très clair, c'est très clean. Il y a un côté un peu trop pastel, un peu trop brouillon, je vais dire, sur tout ce qui est côté flashback, qui est peut-être pas forcément, enfin moi sur lequel j'accroche un peu moins, mais en tout cas le comics en lui-même, l'histoire et le dessin sont extrêmement propres. Genre, on se laisse prendre après le premier épisode qui est peut-être un peu
une mise en bouche sur lequel on sait pas trop où ça va se diriger. Et, c'est peut-être un peu mou. Dès le deuxième épisode, en fait, on arrive dans une aventure qui est claire. On est tout le temps un peu sur le fil entre l'aventure découverte, mais les personnages sont un peu en danger de mort parce que poursuivis par l'Empire ou par autre chose qui vont un peu leur donner le côté aventure et action. Donc voilà, c'est un comics qui, moi, me fait un peu bander, je veux dire, parce que c'est Star Wars, donc forcément c'est cool. 2, j'exagère, mais 2, en fait, c'est surtout, voilà, c'est un personnage qui est complètement indépendant et donc qui prend encore une fois la direction qu'il veut en étant complètement détaché et surtout qui va rattacher un peu l'univers. Genre, on retrouve encore une fois des temples Jedi, des Jedi qui sont peut-être pas forcément très bien ou des ils nouvelles noirs, donc. On sait pas en fait. Pour l'instant, à la base, ça reste des Jedi. Donc, on sait sur les 3 premiers issues. Ouais, mais ils froncent très fort les sourcils. Ouais, voilà, on sait pas trop. Mais voilà, en fait, c'est cool. Donc, ça amène. En fait, je suis très excité parce que ça amène ce que Marvel et Disney ont détruit en rachetant, en reprenant la licence un peu. Enfin, ça ramène. Adrien me fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu parles de l'univers étendu. Voilà, un univers étendu qui est cool et qui va peut-être s'ouvrir sur autre chose et peut-être raccrocher des wagons avec des choses qui existaient déjà avant et qui fait un peu le mythe Star Wars. En gros, prendre le meilleur, quoi. Ouais, voilà. Et franchement, je trouve ça très cool. Donc, lisez Dr. Aphra parce que c'est bien. Alex, c'est ta deuxième émission. Je ne connais pas encore ton penchant pour Star Wars. Est-ce que toi, t'es plutôt fan ou genre consommatrice standard quand ça sort, tu vas voir Je parle des comics et des films. Elle connaît que des options où genre du coup elle aimait. Voilà. Alors, ou est-ce que tu n'en as rien à faire ? Parce que je voulais pas être négatif. On m'a dit que j'étais très négatif. Écoute, je vais être négatif pour ça. Mais en fait, je partais avec un très gros désavantage. Désolée, c'est ce que tu dis. Je partais avec un très très gros désavantage. Je n'ai vu aucun film à part le. Désolée. Oh là, alors high five radio, s'il te plaît. Voilà. Le high five d'Eric. À part le 6 qu'on m'a traîné au cinéma, et en fait c'est le 3e au final. Donc. What ? C'est bien ça. Le 6e est sorti au cinéma, c'est bien le 3e. Ah oui. C'est l'épisode 3. Oui. Exactement. Ah pardon. Donc c'est le seul que j'ai vu de toute ma vie. Ah bah c'est con. C'est comme... non, c'est bien. Elle commence par vraiment le plus mauvais en fait. C'est ça. Je n'ai lu aucun des comics qui allaient avec. Donc quand je me suis rendu compte que... En plus j'adorais la jaquette moi au départ. Je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était Star Wars. J'adorais la jaquette. On dirait Ben. Avant. Et je vois que ça va être une héroïne. Je me dis j'adore les héroïnes, les personnages féminins badass. Donc j'étais à fond jusqu'à ce que je vois en gros... Star Wars. Et là, c'est le changement de valeur. Mais non, mais du tout. Mais je me suis dit, ça va être compliqué. Alors là, mes amis, ils ont été ravis parce que depuis des années que... Ouais, je raconte un peu ma vie. Mais depuis des années que je leur disais que j'avais pas du tout envie de rentrer dans leur conversation Star Wars et que ça m'intéressait pas du tout, donc de changer de conversation. Là, au contraire, c'est moi qui suis allée vers eux. Alors, est-ce que vous connaissez Dr. Aphra ? Non, personne connaissait. Alors, c'était vraiment une galère. Ouais, d'accord. Bon, alors, et les Jedi, ils peuvent être méchants ? Je croyais qu'ils étaient tous gentils, enfin, c'était un vrai bordel. Mais ils étaient ravis de me raconter pendant 20 à 30 minutes l'histoire de Star Wars. La deux questions. Pendant 20 à 30 minutes, ils me racontaient leur vie, ça me saoulait déjà. Mais non, mais du coup, moi j'étais contente pour une fois d'aller dans leur sens. Et donc j'ai fait appel à Internet, les forums, tout ça. Et là, on m'a remis tout dans le contexte. Alors sinon, pour parler vraiment de l'histoire, parce qu'on est là un peu pour ça. Mais t'imagines le nombre de personnes qui t'envient d'être complètement vide de ça en fait, c'est-à-dire que tu peux tout apprendre aujourd'hui et que tu le fais pas. Ou alors tu peux continuer ta vie sans, voilà, comme moi. Alors non, je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Du tout quoi. Mais alors, pour parler de l'histoire, le personnage du docteur, très honnêtement, moi j'aime bien comme je l'ai dit, j'aime bien les personnages féminins forts. J'ai pas ressenti ça du tout avec elle, mais d'après ce qu'on m'a raconté sur ce qu'elle a fait déjà avec Dark Vador, ouais. Ça y est. Mais là, dans les 3 premiers issues que j'ai lus, ça y est pas vraiment. Heureusement qu'elle a ses compagnons et je me suis raccrochée à ses compagnons qui sont eux énormes, qui sont complètement tous psychopathes, complètement siphonnés, et heureusement qu'ils sont là parce que elle, moi je me suis pas attachée à elle. Je me dis que les 2 personnages principaux, ça va être elle et son père du coup. Les 2, lui, il me semble antipathique au possible, il fait des coups foireux à sa fille. C'était magnifique. C'est l'archétype du personnage qui sert à rien et qui amène la merde en fait, clairement. Ah complètement. Ouais. Du coup, voilà, elle se débrouille pas censée. Enfin, heureusement que ses partenaires prennent les choses en main. Donc non, clairement. Je passerai mon tour pour la suite. Mais peut-être que si un jour je me mets à écouter. Quoi ?
Tu dis ça, genre je vais te taper, c'est bon, c'est pas grave. Non, mais je savais que ça allait être compliqué cette émission. Mais non, on est moite là, ça va. Qu'est-ce que je veux dire il y a quand même d'autres comics. Si tu veux bien écouter, comment ça s'appelle déjà l'émission avec Princesse Leia. Ouais, je l'ai écouté celle-là. Ouais. Je pense que c'est ce genre de choses. Enfin, vu que ça m'a plu et que pareil, je suis un peu étranger à Star Wars, ça peut être un pied d'entrée. Ou alors, même tu lis que ça, hein, je crois qu'il y en a 4 ou 5 dedans. Ou alors je commence par les films aussi, ça peut être bien. Non, même pas. C'est peut-être un bon début. Et Adrien, toi, plutôt de l'autre côté, plutôt connaisseur. Plutôt effectivement du côté obscur de la Force. Non, moi, grand amateur de Star Wars, ce qui ne m'a pas empêché de détester Poe Dameron. Hein. Enfin, je veux dire, on peut dire qu'un comics est bon ou mauvais dans l'univers de Star Wars. J'ai beaucoup aimé ce comics. J'adorais le personnage dans Darth Vader et là la liberté que ça prend effectivement, alors on retombe sur exactement l'essence du personnage, c'est une sorte d'Indiana Jones au féminin ou de Han Solo, un mélange des deux, les deux personnages étant déjà très proches au cinéma, hein, clairement. En fait, je dois dire, l'histoire, ce qui est assez cool en tant que fan, c'est de voir comme ça. Moi, c'est un point qui est assez sensible chez moi dans l'univers de Star Wars, c'est de se dire que l'univers est tellement grand qu'on n'en connaît pas grand-chose et qu'en réalité, les films, pour le moment, n'aborderont jamais qu'une infime partie de ce qui se passe dans cet univers. Et ce que j'ai aimé là, c'est que quelquefois, des faits qui sont connus dans l'histoire canonique, on va dire, sont soudain considérés comme des rumeurs ou des légendes. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est exactement ce qui devrait se passer dans un univers qui est beaucoup trop grand pour que les histoires se propagent. Donc quand, par exemple, Aphra dit l'étoile de la mort, là, elle vient de péter. Et du coup, son père lui dit genre... mais il y avait vraiment une étoile de la mort. C'est très classe, hein, j'avoue. Et ça, moi, enfin voilà, ça me touche. Ça, pour moi, c'est ultra crédible, etc. Et en fait, après ce que le père il raconte et ce après quoi il est la grande découverte, la grande aventure dans laquelle il embarque sa fille, il y a derrière un espèce de fond de légende sur les Jedi qui, en tant que fan de Star Wars, quand tu connais un petit peu l'univers étendu et tout, c'est super intéressant de voir ça couché sur le papier, de le voir sous ce prisme-là. Voilà, il y a un truc qui est assez cool. Après, effectivement, comme dit Alex, le personnage pour le moment de Dr. Aphra est pas sous son meilleur jour. Clairement, je pense qu'il était bien mieux traité dans Darth Vader. Mais là, on voit, il y a une aventure qui doit se mettre en place, etc. Et c'est pas... Bon, ça se met en place gentiment. Côté artwork, il y a des moments que je trouve très très propres, il y a des trucs que je trouve franchement crado. Il y a quelques plans dans l'espace où tu vois qu'il y a une espèce de planète qui est faite en 3D, c'est pas pourquoi, tu vois, genre à un moment tu te dis mais pourquoi t'as fait ça, enfin tu dessines tout très très bien et là pour te faire une sphère tu sors un logiciel de 3D, je comprends pas trop. Mais voilà, moi je continuerai parce que il y a une mécanique et un truc qui est assez frais dans Star Wars qui me plaît bien. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le personnage. Non, mais en fait, je suis d'accord, complètement d'accord sur ce que vous dites sur le personnage qui est, le Dr. Aphra qui est finalement pas montré son meilleur jour, comme tu disais, mais en fait, là, je trouve qu'ils lui ont donné un espèce de ressort comique en permanence sur le côté. En fait, qui donne la parole à son père, hein, dans ce sens-là. En fait, je sais pas comment dire ça. En fait, son père fait une connerie et elle a rebondi dessus en disant ouais, genre de toute façon, tu fais t'es bon qu'à ça. Donc en fait, il y a une espèce d'échange comique entre les deux qui est pas intéressant finalement. Ouais. Alors que dans Darth Vader, elle a été un poil plus cynique. Enfin, je me souviens de scène dans Darth Vader où elle est ultra cynique en fait. Et tu vois que c'est une nana qui a vécu, qui en a pris dans la gueule en fait et qui avance malgré tout. Et en fait, là, ils lui ont donné un petit côté peut-être un peu plus frais. Là-dessus, c'est ce qui est un peu dommage, et à contrario, vraiment les deux droïdes par exemple sont complètement géniaux. Mortels. T'as vu littéralement mortels. Ouais, clairement. Létaux. Eux, ils étaient également dans Darth Vader ou pas? Ouais, c'est une des premières missions qu'elle a, c'est de les retrouver entre guillemets. Du coup, on fait c'est pas vraiment très méchant ce que je veux dire, mais on fait du neuf avec du vieux. On prend pas mal d'éléments qui existaient déjà avec des personnages, des visages un peu familiers. Bah, non, attends, depuis le début, on dit justement l'inverse en fait. Oui, mais en fait, deux droïdes qui ressemblent juste à des couleurs palettes de ceux qu'on connaît dans la scène principale. Oui, alors si tu dis. Et c'est vous qui avez présenté comme étant Indiana Jones et Han Solo. C'est ça que je veux dire. Oui, en fait. Alors oui, je comprends ce que tu veux dire, mais
En fait, c'est pas le cas. Enfin, ok, c'est un archétype de personnage parce que voilà, c'est un Han Solo qui là, mais finalement, le côté Han Solo contrebandier dans l'univers Star Wars, c'est ultra commun. Donc, si c'est pas ce personnage-là, Il n'y a que des pirates. c'est pas un pirate, c'est un contrebandier. Non, mais tu vois ce que je veux dire, des malfrats. C'est pas la même chose. Mais justement, en fait, c'est pas la même chose. En fait, c'est pas un malfrat. Enfin bref, on va passer là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un archétype de l'univers de Star Wars. Donc finalement, c'est pas neuf dans ce sens-là, mais ce que le personnage apporte parce que il sort complètement du carcan des films, c'est complètement nouveau. Et ça, comme disait Adrien, c'est super cool de pouvoir lire des trucs que nous on connaît clairement et qui sont avérés. Et enfin, j'ai l'impression Intellectualisé. Merci, l'univers de Star Wars. Mais en fait, c'est ça. C'est juste que voilà, elle amène quelque chose de nouveau. Elle amène une nouvelle trame de l'histoire. Tout ce que Marvel et Disney ont finalement détruit avec l'univers étendu et les bouquins, quand ils ont repris ça, c'était... Alors tout à l'heure j'ai tiqué parce que genre quand tu dis ils ont détruit, pour moi ils ont fait un des meilleurs moves possibles, c'est-à-dire qu'ils ont pas dit, ils ont mis entre parenthèses le truc en disant ça maintenant c'est légende. Genre, Oui, alors, que quand je dis détruit, c'est qu'ils n'ont pas validé des trucs qu'on auraient dû valider pour pouvoir s'ouvrir la porte sur autre chose. Ouais, mais je trouve qu'en fait là justement avec ce comics là il reboucle en fait. Oui, en voilà, disant, mais c'est pour ça, genre, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils vont peut-être reprendre en fait, des ils trucs transforment. qui sont Pour moi, mythiques. c'est pas ce qu'ils ont détruit, c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser là. Et du coup, Dr. Aphra est peut-être le premier truc qui C'est pose. exactement ça. C'est exactement ça, et je suis complètement Donc d'accord. on va vers une plus grande multitude, enfin un plus grand choix de titres, de personnages justement qui peuvent être créés de toutes pièces pour les comics, mais qui vont explorer. On aimerait. Voilà, d'accord. Clairement, ouais. Ok. Ouais, Passons à autre chose, un petit peu plus européen, on va dire. Non, c'est un comics. On va l'appeler comics, hein, d'origine italienne, qui s'appelle. Un comico. Ah non, on va pas commencer avec les accents. Colligan. Qui s'appelle Orphelin et qui est publié en France chez Glénat en 6 volumes. C'est écrit par un Roberto Recchioni et illustré par un... Tu le dis bien. Bah, j'essaie de faire un peu... Ça change de l'accent anglais qui nous Ouais, sort d'habitude. Ou japonais. Emiliano Mamocari et Alessandro Bignami. Voilà, bien fait. C'est paru en 2015 et c'est un choix de Alex. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Exactement. L'histoire commence. On est en Europe et il y a une catastrophe mondiale qui décime une bonne partie de la population. À partir de là, l'armée, en tout cas en Espagne, va essayer de récupérer les enfants orphelins, leur faire subir un entraînement pour les préparer à une guerre. Parce qu'on leur apprend que l'attaque qui a été faite, c'est les extraterrestres qui arrivent. En tout cas qui vont attaquer la Terre et il faut fight back, faut contre-attaquer. Donc j'ai proposé ce comics. Après, là, je me suis rendu compte après que j'aurais peut-être dû plutôt le proposer en focus parce que l'histoire est finie et que ce premier arc ne nous donne pas la totalité. En fait, je suis curieuse de savoir ce que mes camarades en ont pensé parce que du coup, ça donne pas du tout la vision de ce qu'on va avoir après. Mais alors vraiment. Ouais. Tu veux dire parce que là, nous, on a lu le premier tome sur 6. Exactement. Et tu penses que c'est pas assez en fait finalement. Ouais, je me demande même en relisant ce premier tome, je me suis même demandé qu'est-ce qui a fait que j'ai continué parce qu'en fait c'est pas ouf. Le premier tome en tout cas par rapport à ce qui arrive. Je sais pas si c'est parce que j'ai un recul maintenant que j'ai lu tout le reste. Je pense que c'est ça, parce que je sais, on en est vraiment pour le coup pas du tout parlé encore avec les autres. Ouais. Et effectivement, alors et du coup, vas-y, je te laisse finir de présenter. Excuse-moi. Alors, je sais pas si Eric va me le permettre, mais je vais parler un petit peu dans sa globalité pour le coup. Alors je vais voter, sans spoiler quoi que ce soit. Je vais voter oui. Tout seul. Bah oui. Très bien. Alors. Là, on nous amène sur de la SF militaire avec du coup chaque volume sera composé exactement de la même manière. Alors avec 2-3 pages au début qui nous montrent des personnes au moment de la catastrophe. Ensuite, on aura une première partie avec ces enfants qui subissent un training. Donc on a 5. Là, on va surtout suivre 5 protagonistes, 5 enfants. Et à chaque fois, à la fin, la dernière partie va reprendre leur vie militaire quand ils sont grands ados ou jeunes adultes, on ne sait pas trop exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ces 2 parties sont dessinées par 2 personnes différentes et c'est pas du tout, on s'en rend pas forcément compte au premier abord. Enfin bref, ça m'avait impressionné quand je m'en suis rendu compte.
Mais voilà. Et du coup, les thèmes qui ne sont pas forcément abordés dans ce premier volume, on va dire qu'il y en a 3. Le premier, ça va être l'enfance brisée. Ça va être le plus évident avec celui-là. Donc, ils le disent eux-mêmes. On prend des orphelins. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes que personne va venir réclamer, d'une. Mais en plus, c'est des personnes qui ont survécu à quelque chose, qui ont vécu une catastrophe, qui ont un esprit de survivant. Donc c'est plus facile de les entraîner eux parce qu'ils ont la hargne et cette envie de vengeance, exactement. On leur a donné un ennemi, voilà. Et par la suite, en fait, les thèmes qui vont être abordés, ça va être l'information et la désinformation. Ça m'a beaucoup fait penser à Seven to Eternity qu'on a chroniqué la dernière fois, avec l'information et comment elle peut être détournée pour arriver à un but. Ensuite, et le troisième thème pour moi qui est évoqué, c'est le thème du rôle du soldat. Ce qui ne fait que subir les ordres et donc les appliquer, ou alors est-ce qu'il a son droit de parole et sa réflexion à avoir. Et tout ça, ça va être abordé après. Je pense qu'on ne les sent pas du tout, ou alors on peut peut-être les imaginer pour le moment, parce que les adultes, on est dans un monde où les adultes sont vraiment très manipulateurs et cyniques. Ça, on le voit directement. Mais on ne sait pas du tout vers quoi on va. Et j'ai qu'un seul conseil, c'est de continuer sur les 5 autres volumes. Normalement, alors moi, on m'a dit que ça serait le premier arc et que ça continuerait après. Il y aurait d'autres arcs composés de 6 volumes aussi, mais j'ai jamais trouvé d'éléments qui étayent cette... De news pour la suite. Voilà, exactement. Donc, voilà. Bah, c'est déjà pas mal, hein, Sytome. On va jauger un peu les autres. On va voir ce que Zef en a pensé. Alors... j'ai kiffé ma race. Ouf. D'accord. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est un des premiers comics que j'ai lu sur la mini tablette où j'ai commencé à lire mes comics dessus du coup. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit tiens, c'est de la BD franco-belge. Et alors ça fait très BD franco-belge pour le coup, en découpage de cases, en action, en narration. Et alors j'adore la BD franco-belge et du coup je trouve ça juste tuant en fait. C'est vraiment très bien. Juste vas-y. Pour rebondir sur ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup m'interroger sur ce que Glénat appelle le comics, parce que pour moi, un comics, c'est une BD américaine. Et là, la dénomination comics m'a paru assez étrange. Donc j'ai hésité à vous le proposer. Je sais pas trop si c'était dans le thème au final. Parce que c'était étranger Après, en fait. Ouais, je pense qu'on pourra faire une émission, un focus en se disant ok, la différence réelle entre un comics et une BD franco-belge, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais du coup, pour revenir à Orphelin, en fait, j'ai même demandé sur le Slack général quand j'ai commencé à lire ça en me disant est-ce que je suis pas en train de me gourer et voir une BD franco-belge qui a le même titre, et j'ai demandé est-ce que c'est ça qu'on lit ? Oui, ah ok, bon, je me gourre pas. Et en fait, l'histoire est juste bien. En fait, tu disais que c'est un peu, quand t'as relu, t'as pas aimé. Et moi, j'ai pas décroché quasi jusqu'à la fin du premier tome en fait, et sans me rendre compte que j'allais aussi vite en fait, parce que je savais même pas quand m'arrêter, et je me disais putain mais c'est trop bien, j'ai enchaîné, j'avais genre 1 heure de trajet et j'ai enchaîné le truc sans m'en rendre compte. Alors je veux dire le prélude du comics, c'est-à-dire la mise en place où tu vois toute l'Europe, une vision de l'Europe ravagée par un seul coup de laser qui part du Portugal jusqu'en Allemagne, je crois, ou un truc comme ça, et qui ravage tout sur son passage. Je crois que c'est juste fantastique. Enfin, c'est fantastique en plus, dans l'idée. C'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de voir dans les comics justement. Oui, c'est toujours New York. Oui, en plus voilà, ça s'intéresse à l'Europe, c'est ça, et ça c'est vraiment ça fait une du bonne bien image. de voir un peu détruit. C'est agréable. Ouais. Et effectivement, tout le côté, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. En fait, pendant 15, 20 ou 30 pages, tu comprends pas ce qui se passe. On te donne de l'information en disant ouais, c'est les extraterrestres qui attaquent. Puis t'as une espèce de narration par un des gamins et qui sont enlevés par l'armée, déposés quelque part en disant ok, si vous revenez au camp, vous êtes méritant, vous pouvez survivre. Tu te dis mais putain, dans quel monde tu fais ça ? Les mecs qui viennent de perdre leur vie, leurs parents, tout d'un coup. Et en plus, on les met dans une situation où ils vont crever, quoi. Et c'est complètement fou. Et tu les vois survivre, tu les vois arriver plus loin. Et effectivement, t'as ce espèce de flashback, flash forward. Tu sais pas où c'est exactement, où la narration se situe. Et t'as le futur où tu les vois combattre quelque chose dans le futur, où ils sont devenus complètement badass, des vrais soldats américains, mais pas américains, avec chacun leur spécialité. Et puis l'espèce de promesse qu'il y a eu dans le passé entre eux et entre d'autres personnes. J'ai adoré ce truc en fait. Donc merci de l'avoir fait découvrir, parce que franchement je m'y attendais pas du tout à un truc aussi cool, et je pense que je vais complètement acheter ça pour la collection. Une bonne surprise. Ouais, carrément. Toi Adrien,
pareil, est-ce que ça t'a plu? Alors, Question courte, t'as vu? non, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça. La narration, je l'ai trouvée brillante. J'ai exactement la même chose que Zev, c'est-à-dire que j'ai commencé le tome 1 et j'ai pas décroché avant la dernière page. C'est 180 pages. Enfin, Ouais, non, ça va vite en plus. j'ai bouffé le truc à la vitesse grand V parce que c'est bien écrit, parce que les dialogues sont assez bons. Et parce que c'est bien découpé, parce que c'est ultra dynamique et La tout. mise en case. Et il y a une astuce scénaristique qu'on a déjà vu ici et là, hein, mais qui est le flashback, flash forward, qui est ultra maligne pour une raison, c'est qu'en fait, on commence avec un groupe de gamins qui est assez grand, et ensuite dans le flash forward, enfin, ou en admettant que le début c'était flashback, oui, ouais. peu importe. En tout cas, quand les gamins sont devenus adultes, on les rencontre masqués. Enfin, ils sont habillés comme des militaires. Et en fait, on voit qu'ils sont plus que 5. Et là, en fait, quand tu reviens au flashback, tu te dis, c'est lesquels? Tu vois, Ils ont les noms de code en plus. quels sont ces 5? Et voilà, parce qu'ils s'appellent pas par les mêmes prénoms dans le futur et dans le passé. Et voilà. Ouais. Et à partir de là, en fait, ça devient une espèce de jeu de piste où tu lis l'histoire, mais t'essayes aussi de savoir genre qui sont ces 5. Juste cette mécanique-là, j'ai trouvé brillante parce que moi, c'est ce qui m'a tenu en haleine, je crois, tout le long, c'était essayer de savoir qui était qui. Et à la fin du tome 1, tu sais toujours pas exactement qui. Alors du coup, moi, ça me rend vraiment curieux ton analyse là, à dire genre que ça a rien à voir avec le reste. D'une part, ça m'excite si tu me dis que la suite est mieux, et ça me déçoit aussi si tu me dis que c'est franchement différent, parce que j'ai vraiment envie de vivre ça et de continuer cette histoire-là. Je vais pondérer mes propos, je pense, après ton analyse. Après, pour émettre une critique, parce que je vais quand même essayer une critique négative pour essayer de construire un peu le débat, je trouve qu'il y a quelques clichés qui sont un peu forts. Enfin, il y a quand même des archétypes qui sont ultra forts et en tout cas qui sont pas cassés dans le premier volume. Mais bon, je veux dire, ça c'est largement compensé en fait par l'exécution globale du truc. Et après, voilà, comme tu dis, est-ce que c'est Glénat qui se plante sur la définition du comics, ou qu'est-ce que c'est qu'un comics, ou est-ce que c'est le nombre de pages, est-ce que c'est l'origine juste du comics? En tout cas, je me demande ce que ça aurait donné ce comics-là dessiné par des Américains. J'ai la sensation qu'on perçoit la sensibilité européenne de l'écriture dans le truc. Ouais, je pense qu'il y a plus que ça, hein. Même la mise en page est complètement différente, hein. Enfin, c'est posé en fait là, ça fait vraiment bande dessinée. Ouais, alors moi je l'ai lu, en fait je l'ai téléchargé gratuitement, donc du coup franchement vous pouvez tous y aller parce le tome 1 est gratuit sur Comixology, donc foncez, allez-y, et on vous ment pas, c'est vachement cool. Et moi je l'ai lu en guided view parce que je lis en guided view, c'est quelque chose fou. Non, c'est vraiment une mécanique à laquelle je me suis fait, mais du coup je suis pas qui permet de suivre scénaristiquement une bande dessinée plutôt que de la bande dessinée. Voilà. Exactement. En fait, c'est-à-dire que moi je consomme case par case, donc j'ai pas la vision statique de la planche que vous pouvez avoir, qui est peut-être effectivement le mec il a une autre vision très européenne, mais moi ce que j'ai vu en fait en guided view en tout cas, ça ressemble à un truc qui est aussi dynamique qu'un autre comics quoi. Les combats doivent être ouf, non, en guided view? Du coup ouais, c'est ultra dynamique ça, et je pense que c'est aussi un facteur de ma consommation si rapide. En tout cas téléchargez-le, faites-vous votre avis, parce que là pour le coup il y a rien à perdre, à nous faire confiance. Tu veux ajouter quelque chose, Alex? Ouais, je voulais revenir sur ça et je voulais revenir sur ce que je disais. Je pense que j'ai pas pris ce comics au hasard. Moi, je l'ai pris il y a 2-3 ans, donc j'avoue que je me rappelle pas de mon ressenti premier, mais j'ai dû adhérer au départ. Après, ce que je me dis, c'est juste que comparé à ce qui arrive, en fait, on sait pas. En fait, je sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais on ne sait pas vers quoi on va. On ne sait pas du tout quel est vraiment le problème, l'enjeu. On arrive sur une nouvelle planète, il y a un combat à mener, ok. Mais par exemple, les personnages, c'est des soldats. À la limite, on peut se demander qui va survivre. À la limite. Mais il n'y a pas de réel enjeu pour le moment. Ça fait un peu... c'est là où je rejoins Adrien sur le côté archétype. En fait, c'est que tu sens le côté un peu... danser avec les loups dans l'espace, style Avatar, où les extraterrestres sont pas vraiment les méchants, mais qu'en fait, c'est les militaires. Je suis quand même assez surpris qu'aucun de vous trois n'ait parlé de Battle Royale. Parce qu'il y a même des parallèles... Enfin, c'est même pas des parallèles, c'est plus un hommage. Tu trouves ?
Non, en il fait, s'entretue pas en fait. Hein. Il y a le côté juste survie dans la nature. Le bonhomme qui s'appelle Kitano quelque chose ou je sais pas quoi, qui est habillé en survêt comme le mec dans Battle Royale, non? Peut-être des hommages. Mais Ouais, je c'est pense un- que plutôt Ouais, enfin Un là, salut de loin. ils sont vraiment pas. Éventuellement, tu peux dire que c'est l'eugénisme ou que c'est une espèce de loi du plus fort. Ouais, mais organisé par le gouvernement plutôt qu'une véritable Ouais, mais ils menace. sont pas les uns contre les autres et c'est Ouais. pas la dynamique globale. Enfin bon, bref, oui, peut-être un petit truc. Bah, c'est des gamins qui se battent, quoi. Voilà. Non. Ok. Du coup, pardon Alex. Non, c'est tout. J'aime ce premier arc, hein, enfin ce premier volume. Je veux pas démonter tout, mais c'est vrai que comparé à ce qui arrive et en sachant ce qui arrive, je me demande ce qui m'a amené à continuer parce que là, ça raconte pas grand-chose. On sait pas où on va. Ça plante Mais un peu décor. importe, c'est pas grave. Ça plante Ça se tient quand même. En fait, c'est sûrement que l'histoire est super bien construite. En fait, c'est qu'elle monte vraiment en puissance sur les autres volumes. Ah, je suis ravie que vous le voyez comme ça. Hein, vraiment, Je sais pense pas qu'on a de. tous les trois en tout cas été satisfaits, hein. parfait. Moi j'ai envie de voir la Très suite. bien. Du coup, c'est disponible en papier chez Glénat Comics en 6 volumes, comme je vous l'ai dit, et gratuitement sur Comixology. Le tome 1. Le tome 1, donc voilà, il faut juste créer un compte Amazon. Troisième comics de cette émission, c'est un comics qui s'appelle Cave Carson as a Cybernetic Eye. Nous avons lu les 3 premiers comics. C'est écrit par conjointement John Rivera et Gerard Way et illustré par un Michael Avon Homing. Et ça fait partie de la nouvelle gamme d'édition, une nouvelle ligne d'édition de chez DC Comics, qui s'appelle Young Animal et qui a commencé pas plus tard que l'an dernier, et le comics en question a commencé en octobre. Et c'est Adrien qui l'a choisi. Oui, effectivement. Je l'ai choisi parce que j'étais très curieux de savoir ce que ça donnait, que ce Young Animal. J'en savais pas plus que ça, si ce n'est qu'il avait des super notes sur l'internet, et donc je me suis dit allons-y. Alors, un petit aparté, je vais vous la faire courte sur Cave Carson. C'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans The Brave and the Bold 31, donc ça remonte à il y a très longtemps, en 1960. C'était à l'époque de Challenger of the Unknown de Jack Kirby, et il y a 2 persos qui sont remontés de ça. C'est Cave Carson et Rip Hunter. Rip Hunter, déjà d'une, qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rip Hunter, et de 2, c'est le personnage phare de la saison 1 de Legend of Tomorrow, qui est en train de revenir. Legend of Tomorrow 2, regardez-le, c'est très bien. Cave Carson, c'est des aventures sous terre avec son équipe. Il a été aussi membre du groupe des Forgotten Heroes, je l'ai bien nommé, puisque c'était un personnage qui était déjà oublié. Il est mentionné ici et là dans différents arcs de DC, surtout les Crisis. Il a aidé Aquaman, il a aidé Superman, il a été dans la JLA. Mais c'est un personnage qui reste quand même largement de seconde zone, voire même de troisième zone. Enfin bref, il n'y a pas grand monde qui le connaît, à part les gros fans du Silver Age, quoi. C'est un spéléologue qui est très intelligent, et à partir de là je pense que j'ai résumé le personnage, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Donc relaunch de 2016 dans Young Animal, qui se veut une approche alternative de certains super-héros de DC, plutôt pour lecteurs adultes. On a vu Doom Patrol sortir et Shad the Changing Girl. Et Mother Panic aussi. Exactement. Et Pas beaucoup de titres à ce jour, mais bon, ça fait que 1 an, enfin même pas 1 an, donc. Ouais, mais ça a quand même plutôt bonne presse. Moi, j'étais assez intéressé de voir ce que Gerard Way pouvait faire avec ce personnage qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est un quinquagénaire, un père, un veuf qui n'a pas de super pouvoir au sens propre, on va dire. Et puis, pour ainsi dire, c'était le premier titre solo de Dave Carson depuis plus de 50 ans. Donc, n'ayez pas peur si vous vous dites « Ah, mais moi, je ne connais pas Dave Carson, je ne peux pas commencer ce comics ». C'est faux. Alors, le pitch, en gros, c'est que Dave Carson, c'est un spéléologue. Il est veuf. Il a une fille qui s'appelle Chloé, qui part au lycée. Et depuis la mort de sa femme, il vit sous terre, presque autant littéralement que métaphoriquement. Il se demande ce qu'il va faire de sa vie. Il se coupe du monde peu à peu pour comprendre ce qui lui est arrivé. Et il a un œil cybernétique. Et me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Il n'en sait rien, son docteur non plus n'en sait rien. On sait pas d'ailleurs vraiment ce que ça fout que cet œil cybernétique. Mais c'est un peu gênant quand tu as un œil cybernétique et que tu sais pas pourquoi, et que c'est tout le temps en train de te perturber la vie, quoi, somme toute.
On a dans le début de l'histoire une introduction à ce personnage qui est mine de rien, qui est quand même super sombre, qui est dans le fond de la dépression. On va avoir une exposition assez lente de ses anciennes activités, ses aventures, sa mission de spéléologue, son entreprise qui s'appelle EBX, de laquelle il est détaché depuis les récents événements. Sa fille qui essaye elle aussi d'avancer dans le deuil. Et puis un jour, quelqu'un va venir toquer à sa porte et essayer de le prévenir. Alors attendez, je retrouve la race. Voilà, c'est un Muldrogian. Donc on ne sait pas trop, c'est une espèce de personnage un peu extraterrestre qui essaye de le prévenir que son ancienne société, EBX, est mouillée dans des affaires et qu'il y a des dangers. Et au moment où elle lui dit ça, elle explose dans une espèce de gros tas de morve et elle se transforme en monstre qui l'attaque. Et voilà, et on en est là. Et en fait, à la fin de ce premier issue, ce qui me marque, moi, c'est une histoire qui est assez sombre, qui est triste, mais parfois drôle. L'univers est complètement fou. C'est un mec qui a un œil cybernétique qui vit sous terre, qui combat des lombrics géants, et la crédibilité de cet univers-là, elle n'est pas vraiment remise en question parce que le côté dramatique, le côté dramatique de la situation familiale et sa situation émotionnelle, elle est exposée de façon très très crédible. Et en fait, l'œil cybernétique sert surtout à ça, finalement, à exposer son passé, ses hallucinations et la gestion de son deuil. En fait, suite à ça, dans le tome 2 et 3, ce qui va se passer, c'est que Kev Carson va partir en cabale contre son ancienne boîte, qui visiblement est mêlée à des affaires pas très claires. Il va repartir sous terre avec sa famille, enfin en fait juste sa fille et d'autres proches, en quête dans ces espèces de folies souterraines à la rencontre de lombrics géants. C'est un espèce de mélange entre Taken, 007, ça explose un peu dans tous les sens, c'est très violent, c'est vraiment pour adultes. On introduit des personnages ici et là qui sont connectés à l'univers DC et qui sont connus des fans hardcore, qui sont moins connus des autres. Moi, ce que j'ai adoré dans ce comics, c'est que c'est un univers qui est vraiment différent, en fait, qu'on voit pas vraiment ailleurs. C'est empreint de mystère, de violence, mais c'est très dynamique. Les artworks sont assez incroyables. Il y a des planches qui sont assez maboules. La composition est assez dingue. Les couleurs sont complètement folles et le lettering, c'est assez rare pour le noter, genre les cases en fait sont vraiment très bien écrites, même si l'artwork peut être parfois un peu cartoon et acidulé, ça réussit quand même à dresser un univers assez crédible, et donc c'est une relecture du personnage qui clairement je pense plaira aux fans de DC, avec des références au Silver Age et des persos un peu obscurs, mais qui laissera personne sur le côté. Enfin, je pense que tout le monde peut être embarqué dans cette histoire là, à mon sens. Le début peut être un peu dense et un peu déstabilisant, parce que tu as peut-être la sensation de te plonger dans un bain avec beaucoup de choses, mais c'est l'histoire qui est écrite comme ça. Je crois que c'est un effet de style, mais je veux bien votre avis et savoir comment vous l'avez perçu. Pour le moment, l'aventure, on ne sait pas exactement là où elle va. Je trouve qu'il y a suffisamment d'épaisseur qui est donnée aux personnages au fur et à mesure dans les relations entre eux, et suffisamment d'action. Enfin, c'est assez rare en fait que l'action soit très présente et qu'en même temps on arrive à développer des personnages et des relations entre eux. C'est un peu Taken version Vertigo. À mon avis, on peut comparer Kev Carson au titre que Ben nous a fait découvrir il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Ether, qui était ce personnage avec cet homme assez âgé, seul, avec un passé un peu sombre, et en même temps qui était plongé dans un univers très fantasque, assez rempli de
de monstres, de mythologie, puis on a envie de savoir exactement. En fait, on a envie de deux choses. On a envie de découvrir l'univers, on a envie de découvrir les aspects fantastiques de l'histoire, et on a envie d'en savoir plus sur l'histoire de cet homme qu'est-ce que c'est que cette histoire d'œil cybernétique, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme, quelle histoire les lie à ce mystère sous terre, quel est le danger, pourquoi il a été trahi. Et enfin voilà, on est dans un truc qui est à la fois complètement délirant, complètement cartoon, complètement machin, et puis un fond qui est très dur, qui est très adulte, qui est très violent. Il y a des balles qui se perdent dans la tête des gens, et c'est parfois un peu graphique. Voilà, moi je continuerai. J'ai beaucoup aimé en fait ce nouveau titre. Et toi, Zef, est-ce que pareil, t'as été séduit de la même façon ? Alors j'ai été séduit par la chronique d'Adrien en fait, surtout. En fait, c'est marrant parce que je connaissais pas du tout le personnage en fait, et son histoire et le côté. En fait, ça m'a fait penser à un jeu de rôle d'un pote qui s'appelle Aventure dans les mondes intérieurs, qui se passe en fait souvent au centre de la Terre. Et donc du coup, j'avais complètement en fait son jeu en tête à chaque fois que je lisais, que je tournais une page, je me disais ah putain ça ferait un bon scénar de ça. Et en fait, du coup, j'ai vachement accroché à cause de ça, en me disant putain c'est cool d'avoir ce genre de référence en tête. Et quand tu parlais de côté un peu James Bond, en fait, je sais pas, j'avais enfin, je parle des OSS 117, même si j'ai pas eu le film, mais pour un peu l'époque, j'ai l'impression que c'est une époque un peu ancienne dans les gadgets du truc, mais voilà, complètement nouvelle parce qu'on sent que c'est actuel. Et alors, j'ai accroché pour plein de choses. Le dessin est trop cartoon pour moi. Ça, c'est un peu perso. Ça fait un peu de Cartoon Network sans l'animation, donc c'est un peu, à mon sens, un peu dégueu. Bien que les palettes de couleurs soient cool. Effectivement, il y a des planches qui cartonnent, qui en jettent clairement. Après, en fait, c'est dense, ouais. C'est ça, en fait, ça t'en prend plein la gueule. Tu comprends pas, tu tournes une page, tu dis ok, je vais quand même y arriver, je vais essayer de me plonger vraiment dedans, et c'est ça qui est difficile à mon sens quand tu es pas motivé par la lecture et que tu t'as pas voulu volontairement te plonger dedans. Je comprends aussi ta référence à Ether parce que pour le coup, je lis aussi ça de côté. Effectivement, même graphiquement et au niveau des couleurs, tu retrouves exactement la même chose. Il y a ce côté pop, hein, en fait, ouais. ça a réussi à être pop et amer en même temps. Clairement, ouais, c'est clair. Et voilà, donc j'ai bien aimé, je peux pas dire que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la lecture, mais voilà, se prendre une heure, se dire ok, je vais vraiment me plonger dedans et je vais avancer, mais voilà, l'idée est folle, il y a plein d'idées qui sont complètement ma boule et t'as envie de lire, c'est un peu craquant quoi, genre putain tu vois des petits trucs, c'est cool, enfin même tous les gadgets, genre même la gueule de la voiture et tout complètement génial quoi, mais voilà c'est dense, faut ça quand même le savoir quoi. Et toi Alex, t'as lu aussi, et quel était ton avis ? Alors, quand je disais tout à l'heure que j'allais avoir un peu de mal pendant cette émission, je parlais aussi de ce titre, parce que DC, c'est pas vraiment mon univers non plus, un peu comme Star Wars. Donc, je veux bien croire Adrien et Zef quand ils disent qu'il y a plein de références, parce que du coup, c'est non, mais il y en a. Enfin, elles sont toutes petites. Honnêtement, moi, je les ai quasiment pas vues. Elles sont pas nécessaires. Et moi, j'ai pas dit qu'il y avait plein de références parce que je les ai pas vues non plus en fait. Mais non, pour le coup, moi, je faisais des références à d'autres trucs qui sont complètement en dehors de DC en fait. Mais en tout cas, moi, je ne voyais pas les références. Donc, c'est vrai que le premier issue, comme disait Adrien tout à l'heure, c'est vrai que le premier issue, il y a beaucoup d'informations. Je me suis complètement perdue. Je me suis dit que les deux suivants allaient être vraiment compliqués. Et bizarrement, au fur et à mesure, le deuxième m'a bien accroché. Je suis rentrée complètement dedans. Je me suis dit, bon, ok, on part du principe qu'on a ces deux personnages, l'homme et sa fille, Cave et sa fille, sont dans un univers un peu étrange, très bien. C'est super coloré, c'est acidulé, j'adore le dessin. Bon, pourquoi pas, on se laisse porter, on verra où ça nous mène. Surtout que j'ai commencé cette série en même temps que Légion. Alors, autant dire que, franchement, pour moi... Le mindfuck. Ouais, c'est ça. On était en plein truc psychédélique et tout, rien que la première planche. Voilà. Donc, j'ai pris le parti de me dire, on prend le comics comme il vient. À la fin, je dirais si j'ai aimé ou pas. Et à la fin du 3, je suis vraiment à fond. Je me dis que je vais continuer. Je comprendrai sans doute toujours pas les références. C'est pas grave. Et ça va peut-être m'ouvrir même à DC. Les chakras. Du coup, ouais, non, ça reste un comics accessible à tous.
Perso, les références que j'ai vues, c'était un peu du name drop. C'était pas non plus des choses trop inclusives Non, ça à des empêche pas événements la passés. lecture. Voilà, je pense pas que ça gâche totalement la lecture si on ne sait pas pourquoi il a des Superman. En fait, voilà, il y a voilà. le Je pense que docteur. côté, voilà, c'est du name drop. C'est bon hein. pour moi. C'est du name drop. Enfin, Ouais, c'est j'espère ça. qu'il n'y a pas plus. C'est pas plus gros que ça. Ce comics, vous le retrouvez pour l'instant qu'en anglais. J'imagine que ça sortira tôt ou tard chez Urban. Et c'était la 3e revue. Nous, on se retrouve dans quelques instants après cette page de pub. On va parler de la série télé Légion. Et avant ça, on va parler de The Runaways. À tout de suite. Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo ? Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. Les Tauliers, une émission Radio Kawa. With the devil in the shotgun place, living it down to saw your face, honey. De retour dans la 2e partie de ce 69e épisode de Comics Cast, toujours en compagnie de mes chroniqueurs. Et ce qu'on a à vous proposer maintenant, c'est un dossier. Est-ce que c'est sympathique ? Pourquoi tu te moques de moi? Je sais très bien Je que tu te moques. demande. On a pour vous un dossier sympathique sur une publication de Marvel qui a commencé en 2005 et qui a un parcours assez tumultueux, sans vouloir trop exagérer. Et à la fois Zeph et Alex nous ont préparé donc ce petit dossier. Ils vont nous en parler aujourd'hui en un peu plus de détails que ma petite présentation un peu naze. Alors, je vais commencer. Alors, The Runaways, c'est une série donc commencée par Brian Kevogan, donc on connaît bien pour Why the Last Man, pour Paper Girl, Oui, Saga, ouais, surtout. Saga. Ouais. Enfin, j'allais dire surtout Why the Last Man, mais parce que moi, Non, c'est la surtout série qui me l'a Saga. fait découvrir, Surtout mais Saga. voilà. Mais c'est, Kevogan, c'est surtout un mec qui sait où il va en général quand il écrit un truc. Il sait, il prend une direction, il sait où il va aller, et surtout, il s'en écarte très très peu. Donc voilà, il a sa série en général qui est posée et son histoire, et il sait comment il veut la terminer en général. Donc ça, c'est un auteur qui est assez bien pour ça. Mais Exactement. Alex, c'est un GRD, C'est mais aussi- c'est pas le seul. Ouais. Donc, c'est dessiné dans un premier temps par Adrian Alfona, que j'avoue que je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait d'autre, mais c'est pas plus mal, on va dire. c'est pas gentil. C'est pas grave. C'est réaliste. C'est assumé. Donc voilà. Donc comme tu as dit, en fait, moi j'avais plutôt comme date que ça avait débuté en 2003, mais bon. Oui, je pense. En tout cas, excusez-moi, la date que j'avais c'était de publication, donc effectivement c'est peut-être sorti le premier TPB peut-être un an après. Peut-être, ouais. Oui, c'est possible. Peut-être oui. ça aussi, ouais. C'est peut-être la date que j'ai eue, c'est pour ça. Exactement. Alors en fait, je vais juste revenir sur l'auteur parce qu'en fait c'est pas le seul auteur, c'est l'auteur original, donc comme tu disais Alex, mais il a été repris ensuite. Enfin, la série a été reprise par 2 autres auteurs pour, je veux dire, les arcs principaux de la série. Donc il y a Joss Whedon qui a repris. Je vais parler en gros tomes, sachant que le tome de Kevogan fait 18 issues, c'est ça? Si je dis Ouais. non plus. Il est aussi beaucoup dans la deuxième. En Oui, fait, non, ouais, ça doit faire au moins une trentaine de minimum. Et après, il y a Joss Whedon qui finit le 10e gros volume. Et après, on a Terry Moore qui reprend la fin, qu'il faut pas lire. Et voilà. Je reviens aussi sur les artistes, enfin l'artiste qui fait les couves, qui est complètement fabuleux, donc Craig Young, qui est un tueur. Et voilà. Donc pour résumer l'histoire de The Runaways, alors on va dire tout de suite, c'est une série qui a pas vraiment très bien marché, mais qui vaut le coup, clairement. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Je préfère commencer par ça parce qu'après, on va dire pas mal de choses négatives sur le côté commercial. Donc, l'histoire pas à pas. The Runaways, c'est quoi? En fait, ça raconte l'histoire de 6 grosses familles de la côte ouest des États-Unis. Donc, ça se passe à LA. Donc il y a 6 grosses familles, quand je dis grosses, dans le sens riches, bien portantes, voilà, qui sont aisées, qui peuvent se permettre plein de choses, qui font tous les ans une espèce de réunion entre eux pour parler d'une œuvre de charité qu'ils vont mettre en place, voilà, et bon, ils font un petit dîner entre gens bien, quoi, entre gens aisés, et puis lors de ce dîner, ils amènent tous leur enfant unique, qui est là aussi, et voilà, en fin de soirée, ils vont tous
les adultes, parce que ce sont des adultes, hein, ça, c'est très important pour la série de parler d'adultes et d'enfants, enfin d'adolescents. Les adultes vont se réunir tous ensemble dans une pièce un peu secrète, voilà, ils s'enferment, on sait pas trop pourquoi, comme ça, et les enfants donc se retrouvent dans une espèce de salle de jeu où ils s'emmerdent un peu tous ensemble parce que finalement ils s'aiment pas trop. Genre, il y en a beaucoup qui se disaient ça en disant ouais mais lui c'est un con, j'ai pas envie de le voir, enfin bref. Ouais, Voilà. c'est typique des amis d'enfance en fait, ceux qu'on est obligé de voir, mais bon. Qu'on n'a pas forcément envie, voilà. Donc voilà, on fera un détail sur le personnage après. Et pendant la soirée, ils se font un peu chier. Et il y en a un qui balance ce serait cool qu'on aille voir quand même ce que font les parents. Parce que bon, tous les ans, ils nous la mettent un peu à l'envers en disant on fait des trucs d'œuvres de charité, mais je suis sûr qu'ils font autre chose en fait. Et voilà, donc on pense. Enfin, moi, je pensais partout, hein, mais bon, c'est peut-être pas le cas. Donc ils vont trouver un passage secret. Et. Au bout d'un couloir, il y a une grande pièce avec un grand miroir sans teint où ils voient leurs parents qui sont sur une grande table ronde, je crois de mémoire, avec ils sont tous autour, habillés normalement, mais ils sont en train de faire une réunion un peu secrète, genre société secrète de super-héros. Et vient le moment où une fille est amenée dans cette réunion et elle se fait poignarder par l'un des parents. Là, horreur et stupéfaction de la part des enfants qui prennent vraiment peur en se rendant compte que leurs parents sont des méchants, sont des vilains dans l'univers des comics. Et donc, ils vont se barrer complètement, ils vont prendre la fuite, d'où le titre, The Runaways, en comprenant plus ou moins qui sont les enfants de super vilains, qui ont chacun leurs caractéristiques, on va y revenir après, et ils vont aller chercher leurs armes. Je parle vraiment d'armes pour certains, et on va se rendre compte en fait que tout part en couille et que les parents sont pas juste des parents qui font une œuvre de charité, mais sont vraiment les super vilains qui règnent sur tout LA, voire toute la côte ouest, sous le nom de The Pride, qui est donc la société secrète de la côte ouest. Donc je crois qu'en français c'est le cercle. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ils vont se barrer, ils vont récupérer leur super pouvoir. Il y en a une qui est magicienne, l'autre qui se rend compte qu'en fait il n'est pas humain, elle n'est pas humaine, mais elle est un extraterrestre. Une troisième qui a juste un dinosaure pour elle. C'est quand même méga la classe, je suis désolé. Une autre qui a une mutante, bref voilà. Et ce faisant, en fait, ils vont devenir donc des fugueurs et essayer de combattre leurs parents et le côté adulte. En fait, c'est un vrai combat entre c'est plus un combat des gentils contre les méchants, mais c'est vraiment un combat des adolescents qui refusent de devenir adultes parce que tout ce que représente en fait le monde adulte, c'est le mensonge, la trahison, le mal en fait à l'état pur. Et tout le long du comics, on va avoir des références à ça en disant de toute façon les adultes ce sont les méchants, quoi qu'il arrive, on peut pas leur faire confiance, et le peu de fois où ils vont essayer de le faire, ils vont s'en prendre plein la gueule. Ça se passe dans l'univers Marvel, ça on l'a dit, donc du coup en fait on va avoir aussi des références à tout l'univers Marvel. Ils vont se retrouver de temps en temps à New York où ils vont croiser Captain America, mais ça reste un adulte, attention, il faut pas lui faire confiance, et on est toujours dans ce schéma là. Exactement. C'est catégorique le refus de... Ouais, c'est vraiment catégorique, au point où lorsque l'histoire continue et ils vieillissent malgré eux, l'un d'eux devient majeur, ça pose un problème en fait. Ouais. Dans le groupe, ça pose un problème, à savoir est-ce qu'on doit le virer. En plus, c'est celui qui pète un câble à ce moment-là, donc. Ouais, voilà, il y a toute la série. Enfin, je finis sur alors là, ce que je raconte, le côté The Pride, je combats les parents, c'est vraiment le gros premier arc du comics où ils se rendent compte que finalement, ils vont pas juste combattre des parents qui sont adultes, mais ils vont vraiment sauver le monde malgré eux en fait. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, c'est l'idée principale en fait de Kevogan quand il fait cette série. Enfin, j'ai lu des interviews et en fait, ce qu'il dit, c'est que souvent, c'est fédérateur. En fait, les adultes, l'oncle Ben pour Spider-Man, c'est ce qui le fait devenir Spider-Man. Il a eu un modèle qui était impressionnant et digne et important avec des mœurs, etc. Et c'est ça qui le fait devenir Spider-Man. Pareil pour Batman, il donne ces deux exemples. Donc, pareil pour Batman qui a des parents bien comme il faut, mais qui sont salement assassinés, et donc il devient le justicier. Et du coup, il a dit mais pourquoi les parents pourquoi les enfants devraient toujours suivre les pas des parents, et pourquoi est-ce que du coup qu'est-ce qui se passe si d'un coup les parents sont méchants et les parents n'ont pas toujours raison. Donc quand ils n'ont pas raison, quand ils ont tort, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est vraiment l'idée première de cette série. Grandir, mais sans en acquérir
Enfin, le côté négatif, en fait, c'est ça. C'est être assez intelligent pour voir qu'on grandit, mais en même temps... Je crois que c'est même pas ça, parce qu'il y a des références à Peter Pan et tout. Je pense que vraiment l'idée première, au tout départ, c'est... Enfin, Kevogan... Donc, Zef disait tout à l'heure que Kevogan faisait des plans sur le long terme. Là, je sais pas du tout comment il a tourné cette série, mais je pense que de base, lui, je sais pas s'il les voyait grandir, ces personnages. Mais de base, c'était vraiment juste... tous les parents ne sont pas bons et tous les exemples. En fait, c'est vraiment le côté... Parce que eux, en fait, ils vont porter ça comme un fardeau au fur et à mesure, en fait, d'être les enfants de The Pride et d'être des enfants de vilains. Parce que quand ils vont rencontrer des super-héros, on va leur dire. Et eux le voient en fait comme un vrai fardeau en fait. Ils n'en ont pas honte, au bout d'un moment ils arrivent à se détacher de ça, mais c'est vraiment dur c'est grandir en disant putain mais ton père c'est un assassin en fait, donc toi t'es forcément comme lui, parce que dans ce monde la pomme tombe pas loin du pommier, en fait c'est complètement faux, parce que eux se sont révoltés contre eux, ce sont eux qui les ont défaits clairement, et c'est vraiment c'est à la fois poignant et surtout c'est malgré que ce soit des adolescents, malgré le fait que ce soit des adolescents, ce sont des adultes, parce qu'ils résonnent en adultes en permanence. Ils ont été obligés de grandir plus vite. Les événements ont fait qu'ils ont un certain raisonnement et qui fait que, en effet. Voilà, et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que, alors ça change sur les derniers volumes lorsque Terry Moore reprend le truc, et sur certains tie-in, il y a très peu en fait, ce sont des super-héros finalement, ils ont des pouvoirs donc ils peuvent combattre, mais 80% du comics c'est juste psychologique dans le sens c'est que du dialogue. Il y a très très peu de combats en fait, et le peu de combats qu'il y a en fait se résout en quelques cases, c'est vraiment pas très joli de l'histoire à chaque fois. Ouais, voilà, l'accent est plutôt mis sur eux. Et comment ils vivent ça et comment ils grandissent avec ça. Exactement. Et d'ailleurs c'est d'autant plus marquant quand dans un tie-in ils rencontrent les Young Avengers, qui ont à peu près leur âge, on va dire, dans la majorité, et qui, eux, par contre, sont supervisés par des adultes et ont des costumes, des noms de code, etc. On va revenir sur ça tout à l'heure, mais du coup, ils font vraiment une barrière entre ces enfants-là, qui ont une supervision, et qui, du coup, ont une manière de penser qui n'est pas à eux propres. Ils n'ont pas à survivre tout le temps. Le soir, ils rentrent, ils ont un lit douillet. C'est eux, ils sont tout le temps dans la survie. Et comme il y a des membres de l'équipe qui sont plus jeunes, et les plus grands ont forcément un regard d'adulte envers eux et des devoirs en tout cas de protection, etc. Et va te brosser les dents, et enfin des trucs que normalement on a nos parents tous pour le faire, mais là il n'y a plus les parents, et puis en plus leurs parents c'était pas des vrais modèles, donc ils peuvent même pas se raccrocher à ça, ils peuvent même pas se dire mais que feraient nos parents. Ils sont laissés à eux-mêmes. Il y a un vrai rejet en fait de tout ce que tes parents t'ont appris en fait, jusqu'à se dire putain finalement j'ai même pas à aller me coucher quand c'est l'heure de me coucher, parce que finalement c'est mes parents qui l'ont dit, donc j'ai pas à le faire, tu vois. Ils peuvent mélanger tout, puis surtout ados, on est souvent en rébellion, donc est-ce qu'on rejette pas un peu trop rapidement tout ce qu'ils ont pu leur apprendre, et en fait au fur et à mesure ils vont devoir détacher ça et prendre le bon du mauvais là-dedans en fait. Tu veux faire un point sur les persos et sur les parents ? Alors oui, parce que du coup dans cette bande de jeunes gens, on a des personnages qui sont là dès le départ. Ils seront rejoints par d'autres. Donc on a par exemple Chase, qui est le fils de des inventeurs fous. Clairement, ses parents étaient brillants, lui, il l'est pas vraiment. Il a pas trop de filtre quand il parle, donc il dit les premières conneries qui arrivent. Donc clairement, il est jugé par tout le monde, même par la plus jeune, comme un peu le crétin de la bande, mais à des moments, il peut étonner, et il va apprendre d'ailleurs à se servir des armes de ses parents de manière assez impressionnante et rapide, ce qui va aller bien les aider au fur et à mesure de l'aventure. On a Alex, qui est un des plus âgés. Alors Chase, c'est le plus vieux, celui dont on parlait tout à l'heure, qui va passer la barre des 18 ans en premier. Ensuite, on a Alex, qui est donc un nerd. C'est un petit geek qui adore les super-héros. C'est chez lui, en tout cas, que la réunion va avoir lieu, et c'est chez lui qu'ils vont assister au meurtre. Et dans un premier temps, c'est lui qui va prendre la place de chef au sein du groupe. Donc c'est lui qui va prendre les grandes décisions. Ses parents sont des bandits, en fait. En fait, à la base, ce sont des petits malfrats à la con qui, lorsqu'ils vont
avoir toute la richesse. On dit pas trop comment ça va se passer, mais voilà, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils peuvent avoir une richesse folle, vont devenir en fait des gens très carrés, très durs avec leur enfant pour l'élever vraiment en disant ok, t'es là pour nous remplacer un jour, donc finalement fais pas le con. Et on a un père qui est très autoritaire, qui est très regardant, qui pardonne rien, parce que la mère est complètement effacée finalement de ça, quoi. Pas droit de jouer au jeu trop longtemps, etc. Enfin, et d'ailleurs, C'est si plutôt- je me trompe pas, ça c'est la première scène, je dis ça parce que j'ai vu le premier. Oui. Et on se dit, bon, ok, on a tous été ados, on a au même enfant, on a tous eu un truc qu'on aimait bien faire et que nos parents ils auraient apprécié qu'on fasse moins. Et on se dit, quand on voit cette scène avec les deux parents qui disent, oh, c'est vrai que tu joues un peu trop et puis ça nous coûte de l'argent, est-ce que tu ferais pas autre chose à la place? On se dit, bon, bah c'est des bons parents, c'est des parents qui surveillent un peu ce que font leurs gosses, et voilà ça. quoi. pratiquement tous en fait. C'est À parents part, chiants, mais des bons parents quand même. à part Chase qui a vraiment pas gagné à la loterie, tous les autres, franchement, ça va. Tous les autres, ils ont vraiment des parents qui sont plutôt dans ce genre-là. Avenant, mais un peu sérieux. Oui, ouais. Enfin, en fait, qu'ils prennent. Enfin, c'est un peu le côté antinomique du truc, c'est que les parents sont des vilains, mais ils font ça pour leurs gosses. C'est-à-dire qu'en fait, ils protègent leur enfant et ils les élèvent bien, en fait, en disant ok, tu dois devenir quelqu'un de bien, d'important, de fort, d'intelligent. Donc ils poussent vraiment leur enfant dans ce sens-là. Voilà. Mais En tout cas, c'est un intérêt pour la suite. oui, voilà, Qu'il soit comme ça. et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce sont des vilains, mais pas finalement complètement, parce qu'ils veulent protéger leur enfant. Donc ensuite, on a Nico, style un peu gothique, une La des meilleure. plus âgées aussi. Voilà, c'est une sorcière, la meilleure, ça dépend pour qui. Mais bon, voilà, Oui. c'est un autre débat. Alors, elle a un pouvoir. Enfin, elle est fille de sorcière, de sorcier. Donc elle-même est une sorcière. On peut le dire. Quand elle saigne, elle sort The un Staff of spectre. One. Elle sort un sceptre de sa De son poitrine. corps, ouais. Voilà, qui lui permet de lancer des sorts. Par contre, il y a une particularité, c'est que chaque sort ne peut être lancé qu'une seule fois, ce qui va à la longue être assez, ça va donner lieu à des situations assez marrantes et ou périlleuses au choix. Elle peut pas te dire deux fois, elle peut pas. En fait, elle peut faire deux fois la même chose. elle peut pas lancer deux fois le même nom de sort. C'est-à-dire, si elle sort de soin, elle pourra plus jamais le faire. Ah, c'est Donc, relou. non, mais c'est cool parce que du coup, elle est obligée de trouver des astuces ouais. pour faire la Verbal. même chose mais différemment. Et du coup, Et à un c'est trop moment, elle bien. va même le faire en latin. Enfin, c'est Sort n'importe de quoi. non mort. Non, mais en fait, c'est super intelligent. Et quand tu vois sur la fin les C'est une sorts limite, qu'elle ouais, apprend à faire, tu te dis putain, mais Elle le dit, gars ouais, est tellement vraiment. cherché le détail qui En fait, fait elle que ça finit, marche. elle est reine du dictionnaire et de la Ouais, voilà, elle le rhétorique, dit, et, elle doit affiner son vocabulaire parce que sinon ça fonctionne plus, donc elle doit être beaucoup plus pointue dans c'est ce qu'elle ça, raconte. ok, Ouais, ok, c'est marrant. ok. Après, on a Gertrude, Oui, la meilleure. fille de C'est meilleur pour voyageur. Zef, hein. Ouais, mais c'est normal. Fille de voyageur temporel. Et donc c'est elle qui a son petit dinosaure, Odlace. Ouais, Old Lace qui est pas un raptor, mais j'ai oublié le Non, nom. au c'est moment où un, ils c'est le un disent. autre nom bien bizarre. Mais au début, ils croient tous que c'est un raptor. En fait, elle a un lien télépathique, on va dire, et plus aussi psychologique. Empathique. carrément. Empathique, oui, clairement, parce que quand le Quand l'un ou dinosaure l'autre prend est des blessé, coups, elle le ouais. ressent indirectement. Et donc, du coup, elle est toujours liée à son dinosaure, ce qui fait que l'un et l'autre savent quoi pense l'autre et comment ressent l'autre, comment se sent l'autre. Et c'est trop cool d'avoir un dinosaure. C'est quoi, un peu putain. son direwolf, quoi. Ouais, mais c'est un dinosaure, c'est encore Ok, mieux. ok. Et ce qui est marrant avec ce personnage, enfin marrant, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que bon, les dessins, quand ils te permettent de t'en rendre compte, c'est un personnage qui n'a pas le physique qu'on peut donner à un personnage de comics en fait. À une fille dans les comics, là, elle a un peu d'embonpoint, elle a des cheveux violets, elle sort vraiment du lot, elle a des lunettes, il me semble. Oui, elle a des lunettes. En fait, c'est l'antithèse du prochain personnage de Carolina, Ouais, en c'est fait, ça. qui elle est un top modèle parce que blonde, grande, athlétique. Et voilà, Gertrude, rien que par le nom déjà, tu vois en fait le type de personnage qui vont lui. Mais c'est une battante féministe, elle a toujours une cause à combattre, c'est assez impressionnant la fille, elle sait où elle va. On a Qui tous a des respect, amis comme quoi. ça. Non, mais elle est en fait, même le personnage est parfait en tout point en fait. Enfin, moi, enfin voilà. Ouais, non, il est assez impressionnant et intéressant et bon à lire quoi. Ensuite, on a justement, on peut passer à Carolina. Carolina, donc la blonde, physique parfait, mais fille d'extraterrestre, elle va s'en rendre compte. Donc elle est très lumineuse quand elle se rend compte de ses pouvoirs. Ouais. Et du coup, même elle va choisir à un moment un pseudonyme de Lucy in the Sky. En fait, elle a un peu le pouvoir de Superman dans le sens où elle absorbe les rayons du soleil pour les ressortir d'une certaine façon. En fait. Donc, Quand le soleil se couche, elle est un peu. Ouais, la nuit, elle est un peu forcément- un peu moins balèze. Hein. Voilà, exactement. Et mais cette personne-là, contrairement à Gertrude justement, elle a un petit problème d'identité. Elle se cherche, elle ne sait pas exactement
Enfin, elle sait que pour elle a un problème, mais elle saurait pas le définir en premier. Et ensuite, on a le ressort un peu comique et mignon de la série, Molly, la petite Molly, qui est la plus jeune des Runaways. Et surtout, au début de la série, en fait, elle arrête pas de dire « je me sens pas bien » à tout le monde. Et tout le monde pense qu'en fait, elle a ses règles, ses premières règles. Et du coup, tout le monde lui dit « ouais, t'inquiète pas, ça va passer, etc. » En fait, c'est juste ses pouvoirs de mutant qui se En fait, ça rime complètement avec ça, parce que les mutants, Avec la puberté. voilà, avec la puberté, deviennent. ouais, mais là, en mutants, l'occurrence, tout le monde croit vraiment que c'est que ça. Enfin, que ça. Voilà, et au final, non, ça va plus loin. Et c'est le ressort comique du début à la fin, parce qu'elle garde une certaine innocence, et les autres font en sorte qu'elle garde son innocence. Donc elle va dire les pires conneries au moment les plus dramatiques. Enfin, peut-être pas les plus dramatiques, mais dramatiques. Et du coup, ça donne que ça désamorce complètement les situations, et on a le point de vue d'une enfant, vraiment, là, et c'est une bouffée d'oxygène en fait dans la série. Et elle, en fait, elle a une force extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit une gamine de peut-être 10 ans qui fait 80 cm les bras levés, qui est capable de mettre un coup de poing à Wolverine et le faire valdinguer à 200 mètres de distance, en fait. Ce qui arrive vraiment, et c'est complètement génial, en fait. J'aime bien l'exemple un peu spécifique, en fait. Ah non, mais parce que cet exemple est complètement fou, en fait. Et dans l'idée, en fait, tous les super-héros qu'on va voir, en fait, sont un peu désynchronisés, en fait. C'est ça qui est cool. D'accord. Donc voilà, après on va avoir 3 autres personnages qui vont rejoindre la série, mais on va beaucoup moins détailler parce qu'ils sont beaucoup moins présents, on va dire. Au début, en tout cas, mais plus important pour la suite. On a Xavin, qui est un Skrull, qui a les pouvoirs du Super Skrull. Voilà. Exactement, donc les pouvoirs des 4 Fantastiques. Qui va être plutôt important par la suite pour un personnage en particulier. On a Victor, donc qui est un cyborg, fils du... Voilà, tout va bien. Alors, c'est quand même un gros spoil ce que tu viens de faire là. Ah merde. Suivant. Et on a Clara. Clara qui est une jeune fille qui vont ramener d'un voyage temporel. Juste ça. Voilà, juste ça. Je vais à Lyon. Temporel. Ouais, mais je me retourne au milieu. C'est un voyage temporel. Non, un voyage temporel. Donc voilà, c'est un petit groupe qui va vivre plein d'aventures, pas forcément gays, justement, pas forcément gays pour leur âge. Ouais, je vous propose des trucs bien soir. Orphelins, ça, tout va bien. Et ça va être d'autant plus visible, en fait, leur vie. Parce que quand on lit le comics, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais quand on les met face aux Young Avengers, en tout cas, c'est là où moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Ouais, ils ont une vie pas facile du tout et pas gaie du tout. Alors, vous voulez parler de la publication aussi ? La publication ? Un peu, enfin des ventes et de... Alors voilà, en fait c'est un comics qui a eu, enfin une série qui a eu un vrai succès d'estime, parce que il a eu des récompenses pour plein de choses, mais pas des moindres en plus. Oui, le Eisner Award. Le truc c'est que les ventes en fait ont pas du tout cartonné. Pourquoi ? Alors je vais pas faire d'analyse du tout. On sait pas pourquoi ça a pas fonctionné, mais ça a pas pris Oui, toi, peut-être les dessins. Adrien a une idée. Adrien si on peut avoir une idée là-dessus, mais je laisserai Adrien le dire parce qu'il en crève d'envie depuis tout à l'heure. Mais effectivement, voilà, c'est une série qui paye pas de mine, mais qui vaut complètement le détour. Ça tue en termes d'histoire, ça tue en termes de profondeur. Ça a un vrai succès d'estime parce que tous ceux qui l'ont lu ont adoré, et vraiment les fans de Marvel en général kiffent cette série. Mais voilà, c'est pour ça que Kev Vaughan s'est accroché d'ailleurs, hein, parce qu'après il y a eu 3 arrêts en fait de cette série, et à chaque fois il reprend. Donc le bonhomme il tient à sa série et il voit que ça a accroché avec les fans, voilà. mais que en fait ils sont pas si nombreux que ça. Et voilà, en fait c'est vraiment un petit groupe de fans qui fait ça. Mais Adrien, qu'est-ce que tu en as Adrien, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je sais pas en fait, ça dépend. Est-ce que c'est le moment où je donne mon avis sur le comics ou pas ? Tu peux, oui. C'est le bon moment. Vas-y. Non, en fait, moi, quand j'ai été... Alors, attendez, 2 apartés. Je vais rebondir sur Zef qui dit que quand Kev Vaughan fait un truc, il sait exactement là où il va. Mais oui. Il a quand même scénarisé Under the Dome, donc on va peut-être se dire ça. Attends, tu parles de la série ? Ouais. Oui, mais alors, attends, moi je parlais de comics, moi seulement. Stephen King, mais bon. Et puis, je propose qu'on l'appelle Keller Vaughan, parce que Kev Vaughan, ça me fait trop penser à Kev Adams. C'est du coup depuis tout à l'heure, genre. Sinon, on peut dire Kevon, c'est-à-dire la prononciation correcte. Vrai. Voilà, virgule passée. Quand on m'a demandé de lire le truc, j'ai googlé et juste vous prenez la tronche du premier volume. On dirait que c'est, tu vois, en dessin. On dirait une couve d'une BD Les Blondes.
Ah, quel salaud. Mais vraiment, tu vois. Mais il y a- c'est Carolina qui donne cette idée. Il y a des tronches qui sont derp de ouf. Tu sais, genre, les yeux sont toujours tout pétés, les bouches, c'est horrible et tout ça. C'est la première fois en 69 émissions de Comics Outcast que j'ai honte qu'on regarde par-dessus mon épaule quand je lis un comics dans le métro. Ça, je comprends pas. C'est pas aussi Vraiment, moche. tu vois, c'est vraiment très moche. Là, franchement, on peut rien je regarde sauver. ça sur mon iPad et genre voilà, j'ai vraiment pas envie que les gens jettent un œil par-dessus mon épaule. À chaque fois j'ai envie de dire non, c'est pas ce que vous pensez du tout. Non. Et parce que j'ai jamais été aussi polarisé entre un dessin qui me débecte et une histoire que j'adore à ce point. Et honnêtement, l'histoire sauve complètement le truc. La dynamique entre les personnages est incroyable. Le postulat de base, il est génial. Et c'est ultra accrochant, quoi. Enfin, moi, je suis à fond dans l'histoire. Là, je finis le volume 1. Je suis comme un ouf, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. J'ai vraiment hâte de voir les tie-in et autres événements dont vous parlez. Je trouve que de temps à autre, en fait, il y a quelques petites facilités, genre tu vois, c'est des ados ou c'est des enfants, donc du coup on va leur faire vivre tel ou tel truc, notamment sur les relations amoureuses et tout ça, mais autant ça sonnerait faux ailleurs, autant ici ça sonne ultra juste, et du coup c'est des vrais, juste comme tous les bons comics qui sont des métaphores sur voilà, le rite initiatique, le passage à l'âge adulte, tu vois, et en fait les dynamiques elles sont super intéressantes, et derrière une histoire de super-héros, de groupe de super-héros, en fait je trouve il y a des choses qui voilà, ça raconte des vraies choses de la vraie vie. Et à mon avis, n'importe quel gamin, adolescent peut lire ça et se retrouver dans un personnage, avoir envie de se rebeller contre ses parents comme eux le font et tout. Et tu vois, dans la métaphore, voilà, tous nos parents sont des super vilains et tous nos parents sont des super héros, quoi. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Et donc là, je suis en train d'apprendre un petit peu plus sur les parents, sur The Pride, et genre qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui font que ces parents sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est super fin, voilà, c'est super bien écrit, honnêtement. J'ai vraiment hâte de lire la suite, même si c'est vraiment à chier par là. Alors, pour juste défendre ça sur la fin, sur le tome 2 et 3, Ouais, les dessins changent complètement. Est-ce que c'est mieux? Enfin, moi, j'accroche moins sur les dessins du tome 3, par exemple, mais parce que trop cartoon et trop un peu débile. Mais voilà. Mais le 2 va beaucoup mieux. Ouais. Mais je suis content que ça t'ait plu, en tout cas, sur les Non, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et là, t'imagines Pardon, quand même Saga, Alex. qui est fait par la même personne, dessiné par ce monsieur. Oh. Ouais, Parce que ça c'est fait peur. peut-être pour ça que ça a un peu moins marché. Hein. Ah, Oui, voilà, c'est possible. c'était ça ma petite blagounette là tout à l'heure quand je disais que j'avais une vague idée de pourquoi ça avait pas marché. Enfin, honnêtement, t'ouvres le comics, t'as pas envie. Hein. On saura pas. Moi, ça m'a vraiment. Enfin, je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, les dessins m'ont vraiment pas choqué, en fait. M'ont pas fait mal. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, parce qu'on a une toute dernière partie par rapport aux Runaways, qui est que il y a une série qui va voir le jour. Une série télé, hein? Exactement, D'accord. une série télé. C'est hors les bulles. Ah non. Bientôt. Non, pas encore. Donc le tournage a commencé en février 2017. Ça va être visible en tout cas sur Hulu. Donc un site de vidéo à la demande. On ne sait pas encore combien il y aura d'épisodes. Apparemment, le plot reprendra la trame du volume 1 Donc, des Runaways. 18 premiers. Environ. Voilà, exactement. Et le casting vient d'être annoncé. Et entre autres, on a James Master de Buffy et Bridget La Branham. gueule d'Eric. Non, mais ce mec, bref, Spike. il mange à tout l'atelier. Vas-y, ouais. Et voilà, une ancienne de Army Wife. Donc voilà. Les enfants, je connais pas du tout les personnes. Donc. Et tant mieux, je pense, parce qu'à mon avis, Ça va faire mal. Ouais, il y a des chances. Et question prod, est-ce que tu sais si c'est. Enfin, qui est-ce qui produit la série? Alors, Kevogan a un droit de regard. Mais C'est production. Non, est-ce que je sais pas, c'est j'ai pas Marvel regardé. Télé? Ah. Est-ce que. Non, Est-ce que non, ce sera non, dans le je sais pas du MCU? tout. Ah non, du tout. Type Du Defenders, du tout ça? du tout. Non, c'est pas encore. D'accord. Bah écoutez, la série, elle est dispo en français et en anglais, chez Panini pour nous, chez Marvel bien sûr pour eux, et nous aussi, enfin les autres qui savent lire l'anglais. Et voilà, que
Quelque chose à ajouter, une dernière. Faut vraiment le lire, ça défonce. Faut vraiment lire ça. Oui, Je pense que allez-y. Daniel dirait pareil parce que ça fait des semaines, des mois qu'il me dit de le lire. On se retrouve tout de suite pour parler de Légion. À tout de suite. Jingle. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. De retour dans cette troisième ultime partie de Comics Podcast. Nous allons parler donc de la série télévisée Légion, inspirée du mutant du même nom, qui est diffusée sur une chaîne américaine qui s'appelle FX, qui est pour le moment inédite. C'est une coproduction Marvel Television et FX Productions, donc c'est la Fox en fait. C'est une série en 8 épisodes qui a démarré en février. Là, au moment où on enregistre, le dernier épisode a été diffusé la semaine dernière, et la saison 2 a été déjà programmée pendant le mois de mars, donc on risque de les voir l'année prochaine. C'est donc une série qui a été créée par un Noah Hawley, qui est tout simplement le monsieur qui a créé repris la série Fargo, inspirée du film du même nom. Bah oui. Et dans le casting, on retrouve des visages familiers. Le personnage titre de Légion, donc David Haller, j'arrive pas à le dire correctement, est joué par un Dan Stevens qui jouait dans Downton Abbey, donc beaucoup de gens le connaissent maintenant. Le personnage de Lenny Busker est joué par Audrey Plaza, qui vous avez certainement vu dans Parks and Rec. Si vous aimez la série en tout cas. Le personnage de Sydney Barrett, oui, pas de musicien, mais bon, et en plus c'est une femme, est joué par Rachel Keller, qui joue dans Fargo. Et enfin, le personnage du psy, dont j'ai oublié le nom dans la série, est joué par Jean Smart, qui jouait aussi dans Fargo. Je crois qu'il y a une espèce de trame, en fait on fait jouer les potes. Et je veux éclaircir tout de suite un truc au niveau des connexions par rapport au MCU ou à l'univers des films de la Fox. Officiellement, il a été dit par la production que ça faisait partie de la franchise X-Men. Et de là, les producteurs, les comédiens, enfin tout le monde depuis le tournage du film, on dit que il était possible que ça fasse partie d'un univers qu'on a déjà vu, mais que c'est pas quelque chose c'est pas une chose sur laquelle ils voulaient développer en fait. Ils veulent juste que ça fasse partie. Oui, Alex, pardon. C'est bizarre parce que du coup, l'acteur principal a officiellement invité Stewart à le rejoindre. Oui, c'est normal. C'est normal. Non, vas-y, continue. Oui, non, Ouais, parce que alors, coup... l'autre détail, pardon, c'est que excuse-moi, Alex, que dans les comics ou même dans la série, même si j'en suis pas, le personnage de Légion n'est autre que le fils de Charles Xavier. Voilà, mais c'est pour ça. Il est compliqué de passer à côté, mais ça reste dans la franchise X-Men. C'est ce que disait la production. En gros, ils voulaient faire comme dans Fargo, c'est-à-dire faire en sorte que la série tienne d'elle-même avant d'explorer les autres connexions. Et les producteurs voulaient que les gens regardent la série pour son contenu plutôt que pour son appartenance à Marvel, sachant que donc voilà, on a dit dans les comics, Légion c'est le fils de Charles Xavier, et c'est quand même pas possible c'est pas possible. Ils l'ont bien fait avec avec Magneto et ses enfants, on peut changer des choses, mais là pour le coup ils voulaient rester fidèles à ça. Alors déjà, est-ce que donc là à ce jour, au moment de l'enregistrement, il y a 7 épisodes, mais est-ce que vous avez déjà tout vu? Alors, moi, je me suis arrêté au 4 ou 5, je crois. Oui. Mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. Adrien, pardon. Ouais, 3 aussi, enfin 3-4. J'ai vu les 6. D'accord, donc t'en es un petit peu plus loin. Et est-ce que quelqu'un peut nous résumer en quelques mots l'histoire? Oh là là. Non, mais en fait, c'est super simple. Ouais. C'est un mec qui est fou, tout simplement. En fait. Ok. Et donc, en fait, non, mais comme tu l'as dit, en fait, Légion, donc ça reprend le personnage qu'on connaît dans les X-Men, enfin qu'on connaît ou pas, ou très peu, ou pas, dans les X-Men. On en avait parlé lors de notre focus sur l'ère d'Apocalypse, parce que c'est lui qui en est responsable, plus ou moins. Donc c'est le fils de Charles Xavier, donc l'un des puissants, c'est sûrement le mutant le plus puissant du monde, enfin connu, parce que c'est un mec qui a tout. Il a le pouvoir télépathique, télékinésie, il peut tout faire techniquement. Il est plus fort que Vision.
Bah Ouais, je oui, en pense. fait, ouais. Je pense, Facilement. parce qu'il peut il peut le contrôler. Comme Scarlet Witch peut battre Vision, techniquement. Bref, on va pas faire ce genre de débat. Et Phoenix Ouais, Alors il la Dark renvoie, Phoenix peut-être pas, mais bref. Donc voilà, donc c'est le fils, mais ce qui est extrêmement bien fait dans cette série, dans la série télé, c'est que c'est pas du tout présenté comme ça, comme tu l'as dit. Donc c'est un mec qui, depuis sa plus tendre enfance, depuis son adolescence, peut-être même un peu avant, se rend compte qu'il a du mal à se concentrer parce que à chaque fois qu'il se concentre, il y a une voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix qui lui parlent dans la tête. Et c'est peut-être un peu gênant. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va commencer à se droguer pour essayer de les faire taire et pour essayer de vivre un peu correctement. Puis il va pas y arriver, donc il va finir dans un hôpital psychiatrique où on lui donne plus de drogue pour le calmer et pour faire en sorte que ses voix s'éteignent, enfin ne parlent plus ou du moins qu'ils les entendent plus. Et voilà, vient le moment où il rencontre dans cet hôpital psychiatrique une femme dont il va tomber amoureux. Il va d'ailleurs au bout de 2 minutes lui demander « Tu veux être ma copine ?» Elle dit « Ok, j'aimerais que ça fonctionne comme ça dans la vie. » Donc voilà, ils vont être amoureux, mais sa particularité à elle, et pourquoi elle est dans cet hôpital, c'est qu'elle ne veut pas être touchée physiquement, elle ne supporte pas ça du tout. Et voilà, le moment vient où elle se barre de l'hôpital psychiatrique parce qu'on considère qu'elle n'est pas folle. Et lui, triste et malheureux, va essayer de l'embrasser, et c'est là où ça part en couille parce qu'effectivement elle n'aime pas être touchée, parce que quand elle est touchée elle échange sa place avec l'autre personne, donc elle se retrouve, et je crois qu'il y a C'est fâcheux. il y a une phrase qui est très bien dite dans la série, c'est comme mettre un bazooka dans la main de quelqu'un qui sait pas s'en servir, t'étonnes pas si ça explose. Et voilà, elle se retrouve dans le corps d'un mec qui a des pouvoirs monstrueux, et elle fait pas tout exploser, mais elle tue plein de personnes d'un seul coup. Et voilà, et donc en fait lui va être récupéré par une espèce de groupuscule de l'État qui essaie de se servir des super-héros comme une arme, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et lui il va être sauvé par une branche rebelle, et ainsi de suite. Et voilà, donc on va partir sur, c'est plus une série qui est sur la psychologie d'un personnage que sur On dirait Top Chef. Alors je vais partir sur la psychologie des personnages en farandole. Et un petit peu de caméo au milieu. Voilà, et donc voilà, en fait non, c'est vraiment, enfin, la claque qu'on prend dans cette série, c'est la psychologie du personnage pur et dur. Il n'y a pas d'action, très peu d'effets visuels, et heureusement parce qu'ils sont quand même, enfin très peu d'effets visuels dans le sens super pouvoir. Heureusement parce qu'ils sont vraiment dégueulasses quand ils sont là. Mais le personnage et sa mise en abîme de qui je suis, et est-ce que finalement je suis peut-être pas fou, mais je le suis parce que quelqu'un me le dit, et que même quand on me prouve que je suis pas fou, eux commencent à douter que je le suis. Peut-être aussi, et ils voient des choses que moi je vois pas, et moi je vois des choses que je vois pas. Ça, c'est complètement, voilà, c'est tiens, je creuse, il y a un sous-sol, et oh merde, il y avait une porte dans le sous-sol, et mais il y a encore un sous-sol, et encore un sous-sol, et merde, mais attends, je suis où? Je suis dans un labyrinthe, et en fait c'est l'esprit du gars, c'est juste ça en fait. Et c'est tellement bien monté, tellement bien réalisé que on plonge dedans en fait, on nage. Alex, ton avis, tu trouves qu'il a, est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais ajouter dans la présentation sans trop en dire, J'ai fait parce plus que- de 2 phrases, pardon. Alors, du coup, non, Zef a super bien expliqué l'histoire, en tout cas à mon sens. Bravo. Après, félicitations. c'est dans le visuel, moi j'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment super psychédélique durant toute la série, et c'est une grosse claque dans le premier surtout. Et après, comme pour Kev Carson, on se dit ok, le gars est complètement fou. On sait pas vraiment. En fait, le spectateur aussi a un doute. En fait, c'est pas que il n'y a pas que David Légion qui doute de ce qui est réel ou non. Il n'y a pas que les gens autour qui en doutent. Il y a le spectateur à un moment, il ne sait plus ce qu'il voit. Il ne sait plus s'il voit ce qui est à l'intérieur de la tête de David, ou si tout est à l'intérieur de la tête de David, ou si il y a des choses qui sont réelles. Mais je pense que c'est ça un la grande problème, force. ça, ou pas? C'est grave de pas Pour moi, avoir de repères? c'est mon enjeu de la série. En fait, je vais jusqu'au bout pour essayer de savoir. J'espère qu'on va me le dire à un moment, et j'essaye de repérer des trucs. En fait, je suis dans l'inception là, carrément, avec la toupie, et j'essaye de savoir à quel moment on est dans le réel ou pas, ou si ça se trouve, on est jamais dans le réel. Et pour moi, c'est ça qui est super intéressant, et c'est ça qui m'inquiète quand on parle d'une saison 2. C'est bien, j'aime pas, ça m'inquiète, c'est trop bien. Non, quand on parle d'une saison 2, ça m'inquiète, parce que si la première saison répond à ça, je sais pas trop pourquoi je voudrais continuer à regarder cette série.
Et puis si ça y répond pas, je serai super frustrée. Ça Ah ouais, me donc en saoulera fait, il n'y a aussi. pas de solution. Donc non, mais ouais, c'est plutôt ça. Et dans la réalisation, il y a tout, il y a la musique, il y a certaines ambiances qui sont là à des moments. Et moi, j'ai vraiment rapproché certains thèmes à du Watchmen. Et puis d'un seul coup, on va avoir un certain personnage qui va apparaître et ça va être très burlesque, etc. Il y a tout, tout est sonore, tout est visuel. Enfin, c'est une série que je pense qu'il faut la prendre comme elle vient. Il faut vraiment pas essayer de trop réfléchir parce que sinon. Oui, non, finis ta phrase, en gros, Parce c'est qu'il pour fait- dire un truc. Eric fait un geste, donc Alex s'arrête. Et toi, Adrien, est-ce que. Enfin, Bah, pareil, t'as été. Moi, j'ai séduit été complètement scotché par le pilote qui, dans sa réal, dans son ambition, dans son thème, dans la façon de présenter des personnages super-héroïques, etc. C'est un vrai vent de fraîcheur, en fait. Enfin, fraîcheur par la réal, fraîcheur par la façon d'écrire des personnages. Il y avait besoin d'un truc un peu nouveau dans la façon dont on parle des super-héros. Et là, en plus, notamment dans des X-Men, j'adore de l'univers X-Men. J'adore ce parti pris qui est très qualitatif. Je trouve que ça met à l'amende la réalisation de Daredevil, tu vois, par exemple, en termes de réal, de série, tu vois, il y a un moment où bam, quoi, tu vois, c'est la photo elle est ouf. Moi, ça m'a fait penser à Utopia par moment où Oui. tu vois, il y a des plans qui sont tous les plans sont composés, en fait. Chaque plan est une œuvre d'art en tant que telle. Les mouvements de cadre, la lumière, les couleurs, l'étalonnage et tout. J'acquiesce tout ce que cet homme dit. Au-delà du jeu des acteurs et de la BO, etc. Tu vois, il y a un parti pris de réalisation qui est très fort et qui fait du bien juste dans l'univers. Ceci étant dit, quand j'attaque le deuxième épisode et que je continue à être dans cette espèce de mindfuck à la Inception, Fight Club, Vol au-dessus d'un nid de coucou, enfin tu vois, cette espèce de mélange de références qui sont toutes très bonnes par ailleurs. Mais quand au bout de 2 épisodes, 3 épisodes, c'est un peu fatigant et tu te dis ok, à un moment j'aimerais bien comprendre, en fait, quand même j'aimerais bien me raccrocher à des trucs. J'ai vécu un petit peu ce que tu vis quand tu regardes Las Vegas Parano, tu sais, où en fait tout le monde est tellement en trip sans cesse que tu as envie juste de sortir la tête de l'eau de temps en temps et de reprendre de l'air un petit peu et de se dire j'aimerais bien que le délire, tu vois, s'arrête un tout petit peu et qu'on juste ok, est-ce que je peux avancer un peu dans l'histoire. Et ça arrive. Oui, voilà, en fait, c'est qu'il y a des moments où c'est calme, en fait. C'est ça. Et ça arrive plutôt au cours fin de l'épisode 2, épisode 3, et voilà. Et après, on repart dans les délires, etc. Mais par contre, il y a un travail de design sur les personnages, et notamment l'antagoniste principal qui va être genre l'espèce de cauchemar de Légion. Vraiment bien, putain. Qui est incroyable, qui est un personnage comme on devrait en voir beaucoup plus. Enfin, tu vois, Il fait penser à, en fait, il a 2 espèces de 2 masques. En fait, il a vraiment le côté horrifique et dégueulasse de ce qu'on pourrait imaginer d'un cauchemar et le côté flippant et simple du monstre du placard. Voilà, c'est ça, en fait, c'est le croque-mitaine. Ouais, parce que ces apparitions sont comme croque-mitaine. On a l'impression que c'est un enfant qui le regarde et on le regarde, on le voit plus, on le regarde, on le regarde ça, plus. En fait, c'est stylé. Et puis surtout, donc là on parle d'un élément récurrent de la série où dans les délires, on va dire, de Légion, ce personnage apparaît en fait toujours au coin là-bas. Il fait un bruit un peu, voilà, il se rapproche et donc on est quand même dans la tête d'un adulte, enfin d'un jeune adulte, on va dire. On se dit que c'est le genre de choses qui sont éliminées au bout d'un certain âge. Et ben lui, il souffre tellement de ce genre de problème que une peur enfantine peut devenir quelque chose qui lui semble très réel. Et même si nous on le voit, je crois qu'au bout du 2e épisode on le voit de façon très proche et très claire, c'est tellement grotesque que pour nous adultes, on va dire intelligents et surtout sans substance, on sait bien que c'est n'importe quoi, mais on se remet en contexte avec lui et on se dit mais ça doit être terrifiant de savoir qu'est-ce qui est vrai et faux. Alors moi je suis une vraie flippette, ça a marché complètement avec moi. Oui, en plus, dans le premier épisode c'est assez subtil, dans le deuxième, on le voit carrément à l'écran, et en fait c'est toujours aussi, ça nous tend quoi, c'est genre mais va-t'en, c'est genre avec la musique qui va bien et tout. Ouais. Et tu parlais, Adrien, d'espèces de soupape pour pouvoir un peu respirer au bout d'un moment. C'est vrai qu'il y a, je crois que c'est dans le 2e épisode, justement,
on aide le héros à essayer de visiter son passé pour essayer justement de mettre les pièces et nous aussi de nous permettre de voir ce qui est réel et ce qui l'est pas. Et effectivement, je trouve que cette méthode un peu de genre bon, on se calme 2 secondes là, écoute-toi un peu, écoute-moi, on va voir où on peut aller. Justement, ce moment où tout prend place tout doucement, je trouve que ça fait du bien et je trouve que c'est intelligent, ça fait une espèce de creux dans l'excitation et le fait qu'on nous interpelle sans arrêt à essayer de suivre. Attends, gars, ça c'est jaune et de l'autre côté c'est orange et machin. Est-ce que ça a un sens justement dans toutes ces séries où maintenant tout doit se suivre? Il y a des liens partout. Bah là, parfois il y en a juste pas quoi. Faut juste, c'est juste un cerveau en activité permanente et des fois il y a juste besoin de souffler, se reposer. En fait, il se passe plus rien et on est au calme avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ouais. Au cas il aime. Mais pour avoir été un peu plus loin que vous dans la série, je crois. La meuf, elle se la pèse. Le plus de temps, c'est pour ça. Pour avoir eu le privilège. Non, je suis juste allée un tout petit peu plus loin, mais ces périodes de calme vont être de moins en moins présentes et surtout, en fait, on va commencer à douter de plus en plus de tout. Et même ces moments de calme, du coup, c'est plus trop calme. Et puis, c'est une série qui joue vraiment beaucoup sur la répétition. Donc, on a un personnage mutant dont le pouvoir est de retourner dans des souvenirs. On revient pratiquement tout le temps dans les mêmes souvenirs. Mais il y a des choses différentes qui se passent. Et du coup, je pense que Eric, tu parlais de ça quand tu disais qu'on essaye de comprendre et de décomposer, etc. Mais en fait, tout ça aussi, ça va se balayer. Et... Voilà, en gros, on essaie de faire vivre un épisode traumatique auquel il a pas envie de participer, mais on n'arrête pas de dire mais si, vas-y, on veut voir ce qui se passe dedans. Il veut en pas. fait, maintenant qu'on en parle, je me souviens quand j'ai vu jusqu'au 5. Ça a marqué. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ah oui, je me souviens exactement comment ça finit. Non, mais c'est quand même globalement un très haut level de qualité. Et quand Zef tout à l'heure disait que les effets spéciaux étaient pas top, etc. Enfin, non, tu as dit les effets visuels étaient pas top. Les effets spéciaux sont pas top. Il y en a quelques-uns. Mais en fait, après, il y a vraiment des effets qui sont très pratiques, tu vois, juste de réalisation, avec des décors, avec des maquillages, avec des trucs comme ça, ou des effets de montage, des effets d'animation. Et là, c'est toujours très brillant. Enfin, c'est toujours super... Ouais, enfin, ouais, voilà, je reprends ce que je veux dire. C'est juste que quand les super pouvoirs de certaines personnes sont mis en action, tu te dis, ça c'est moche. Mais heureusement, c'est une série qui parle pas vraiment de ça en fait. Et ça aussi, du coup, c'est assez rafraîchissant. C'est que c'est plutôt une série sur un mec qui essaye de comprendre et appréhender ses pouvoirs. Ce qui, a priori, dans n'importe quel film super-héroïque, devrait mettre 4 ans avant que le mec devienne complètement insane et finisse à la. Au moins. Voilà. Ça prend pas en 2 jours. Et du coup, voilà, ce process de mec complètement out parce qu'on l'a foutu au banc de la société toute sa vie et qui doit apprendre beaucoup trop de choses en même temps en fait finalement avant de devenir éventuellement un super-héros. Moi je trouve ça super logique et super bien et je trouve que c'est un bon twist pour parler de super pouvoir. Un twist qui est pas mal aussi, enfin je pense que c'est un peu une évidence, c'est que que j'apprécie d'autant plus, c'est que au début, même dans le premier épisode, il ne sait même pas que ce qu'il vit c'est dû à des pouvoirs de mutants. Et en fait, c'est vrai que, bon, moi je connaissais le nom Légion, hein, je savais que c'était le fils de Xavier, mais je n'ai jamais rien lu avec lui. Je savais que ça avait à voir avec la télékinésie et la télépathie. Mais là, du coup, on se retrouve avec ce mec et on se dit, mais putain, il est là, il pop ses pills et voilà, il va pas bien, c'est tout quoi. Il pop ses pills. Ouais. Mais est-ce que, parce que depuis tout à l'heure, vous dites oui, c'est le fils de Xavier, etc. Donc ça, c'est une info de lecteur de comics. Est-on au moins sûr que dans cette version-là, ça soit le cas ? Il y a pas mal de mystères autour du père. Donc je pense que l'accent est mis. On voit jamais. Quand il y a une mini apparition, on voit pas son visage. Oui, ouais, voilà. En fait, on parle de son père à un moment plus loin. Il y a un truc qui va se passer où on va lui dire. La première représentation, il est pas en chaise. Donc c'est après. Non, je pense vraiment que c'est lui, mais en fait, je pense qu'ils vont peut-être pas arriver jusque là parce que c'est pas l'intérêt du. En fait, clairement, c'est pour ça que je disais que c'est logique quand tu dis que ça fait partie de la Fox et que Seward a été invité à rejoindre la case.
Bah parce que voilà, Légion fait partie de l'univers X-Men, donc c'est forcément la Fox, ça peut pas être au MCU. Voilà, qu'ils puissent inviter le père à revenir sur le. Enfin, c'est logique, donc du coup, ça prend sens et on sait que du coup, ça va être relié d'une façon ou d'une autre aux X-Men. Donc c'est pas à tes souhaits, et du coup, du coup, c'est vraiment du. Enfin, tout ça prend son sens. Et oui, effectivement, il y a du mystère sur le père, mais finalement, la série est tellement bien faite qu'on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas et si c'est rattaché aux X-Men ou pas. Enfin, moi, j'en voyais pas du tout l'utilité. Ouais, moi complètement. En fait, je trouve vraiment, enfin, ça s'appellerait pas Légion, mais Jean-Michel. Mal à la tête. Jean-Michel, j'ai mal au crâne. Ça marcherait nickel, quoi. Peut-être pas non plus, quoi. Mais... Alors, Marvel's, voilà. Marvel's Jean-Michel, j'ai mal au crâne. Ça pourrait être cool. Et justement, en parlant de série, je vais parler du format. Là, on a 8 épisodes. On s'écarte des procéduraux type Flash, Agents of Shield où vous en avez 23, 24, 25 et des séries Netflix donc Jessica Jones et compagnie, Luke Cage qui en ont 13. Donc là personne n'a pu voir les 8 parce que comme je dis parce que cette semaine est-ce que c'est un format qui vous convient? Est-ce que ça vous semble juste 8? C'est pas un peu court? Exactement ce qu'aurait dû faire Netflix et tout le monde le pense. Je pense que voilà, c'est ce que tout le monde reproche à Luke Cage ou à Daredevil, etc. C'est que ça dure toujours juste 5 épisodes de trop. Et t'enlèves ces 5 épisodes et ok, t'as une série qui a du sens tout le temps. En fait, c'est juste qu'au lieu de t'en mettre plein la gueule pendant 8 épisodes, ils essayent d'étirer ça, c'est chiant. Donc voilà, 8 épisodes, c'est venez-en parfait. au fait. Bah, c'est parfait en fait, voilà, c'est juste chaque épisode, tu prends ta dose de compréhension, d'incompréhension et de claques dans la gueule et t'aimes ça en fait. Et puis si Adrien, au bout d'un épisode et demi, voulait des bouffées d'air frais, je pense que du psychédélique pendant 24 épisodes, il n'y a plus personne à la fin. C'est pas intéressant en fait. Mais voilà, un peu comme Fargo, il a réussi. Enfin bon, c'est vrai que la série a été très 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 D'ailleurs, très, très bien reçue. C'est le format Fargo. Oui, également, oui. Et la saison 3 arrive dans un mois. Qu'est-ce que je disais, le format était assez le format, la série Légion a eu un succès critique assez élevé comparé justement à des Marvel Daredevil et ce genre de choses qui quand même ont été reçus bien et ont été assez suivis à la télévision. On sait déjà qu'il y a une saison 2 qui a été annoncée avant même la diffusion de l'épisode final. Adrien? Non, mais parce que tu dis succès, succès critique. Effectivement. Après, ça reste FX. Et pour en avoir parlé à des amis qui sont pourtant assez connectés, des séries, etc., tu dis Légion, ils disent quoi, c'est quoi Enfin, tu vois, ça reste un petit network, etc. Donc. Et ça s'adresse à des. Alors, du coup. Rien que le nom, c'est vrai que ça s'adresse à des initiés. C'est pas diffusé officiellement en France. Nous heureusement, on vit aux États-Unis, donc il y a pas de problème. Moi, j'ai mon oncle Jean-Michel America qui nous envoie ça régulièrement. Qui nous envoie ça donc par la poste. Ouais. Donc heureusement qu'on a ça, parce que sinon on pourrait pas. On voit les cassettes VHS qu'il enregistre. Mais alors du coup, je me pose quand même la question de est-ce que quelqu'un déjà qui ne connaît pas ce personnage irait vers cette série, et c'est ceux qui connaissent ce personnage, ceux qui vont être satisfaits de ce qu'ils en ont. Bah moi, c'est ce que j'espère en fait. Moi en fait quand j'ai vu le titre je me suis dit ok, est-ce que c'est rattaché ou pas, et en fait à la fin du premier épisode je me suis dit ok c'est lui, mais en fait c'est pas du tout ça en fait. Enfin, c'est pas lui, c'est pas du tout le personnage. Surtout, est-ce que tu te dis est-ce que c'est grave? Et en fait non, c'est ce que j'allais dire, je m'en foutais complètement parce que le premier épisode t'en mets tellement plein la gueule et tu plonges comme Utopia dedans. T'as plus de cerveau à la fin, donc oui voilà, ça coule par les oreilles, mais non mais en fait tu t'en fous. Effectivement ça aurait pu s'appeler autrement, mais parce que ça s'appelle Légion, ça attire en plus le petit fan du comics qui peut aimer ça. Et puis putain, donc en gros c'est tellement cool quoi. Le succès que cette série va avoir, un peu, encore une fois je décide de rattacher encore à cette même série, mais Daredevil a attiré quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout des fans de comics, parce que justement on a mis en avant le combat, l'action et le côté réflexion personnelle du héros qui sortait justement des grands films Avengers qui étaient je pense un peu rédhibitoires à beaucoup de gens. T'as le côté un peu plus sur Daredevil, t'as le côté un peu plus dark, et puis c'est Netflix quoi, c'est commercialement c'est plus B, c'est du matraquage qui fait que ça fonctionne. Là comme tu dis c'est un petit network, donc forcément ça a son succès d'estime peut-être, mais c'est ce qui va manquer en fait à la série pour que ça cartonne vraiment, c'est que juste il n'y a pas de matraquage dessus, ça a peut-être moins marché, et c'est vraiment dommage je pense. Non. En tout cas moi je suis pas d'accord avec mes deux camarades, je suis la série parce que je sais que c'est Légion, et ça m'amuse en tout cas d'essayer de voir quelle personnalité pourrait être quelle personne, enfin
d'essayer de raccrocher les wagons. Donc c'est ça qui m'amuse. Si ça n'avait pas été du Légion, je ne sais pas si j'y serais allée, parce que j'aurais rien à quoi me raccrocher. Et... Ouais. Donc c'est vrai que l'estampillage Marvel, l'estampillation, bien sûr, fait bien son travail. Voilà, c'est bien en fait. Des gens comme nous regardent quand même cette émission. Les gens comme mais en fait, la série est tellement bien montée en termes d'histoire et de psychologie. Attends, Adrien. Rien à voir. Elle est bien montée, c'est ça qui me fait rire. Ah bravo. Ah c'est ça. Okay. Je suis déçu. Moi aussi, je pensais dire une connerie. En fait, voilà, c'est vraiment ça. Très non, mais c'est que du coup, en off tout à l'heure, avant d'enregistrer, en fait, on se prenait la tête, en discutant, en disant, mais attends, ça, tu penses que c'est vrai? Bah oui, mais je pense que c'est vrai parce qu'il y a eu cette scène-là qui fait que. Et en fait, c'est tellement imbriqué que. On s'en vient à se poser des questions entre nous et à mettre la méta de la série et de la caméra en fait en cause en se disant ok, est-ce que finalement c'est pas peut-être qu'une erreur ou est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou machin. Putain, c'est fou quoi. Moi je me souviens quand Zef il avait dit cette émission elle va pas durer longtemps. Ouais, justement, j'étais en train de faire un signe de genre ouh, c'est long. Mais merci pour tous ces avis, merci pour ces revues, merci Alex, merci Zef, merci Adrien. C'est la fin de cette émission. Donc, il fait exprès, il veut pas me laisser parler. Il me dit c'est faux ou pas? Est-ce que c'est trop tard? Donc cette série, effectivement, elle n'est pas encore disponible en France, mais bon, voilà, on est en 2017, vous savez comment faire. Voilà, vous attendez que ça sorte sur OCS. Sinon, je vous donne l'adresse de mon oncle qui vous envoie ses VHS. Jean-Michel America. Ouais. Vous retrouvez toutes les informations concernant les comics et donc le reste aussi sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page de l'épisode tout en bas. On répond à vos remarques, vos questions. Zef, tu veux dire quelque chose? Non, je savais pas qu'il y avait des commentaires, mais qu'on pouvait mettre des commentaires. Il faut scroller assez bas. Il faut de la persévérance. Sinon, vous pouvez aussi le faire sur Twitter ou sur Facebook. iTunes. Également, voilà, deux réseaux sociaux, plus un site d'écoute musicale et d'achat de produits culturels. Voilà. Vache. Je raccroche les wagons dans ma tête. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, le 17 avril. Ce sera juste après l'anniversaire de mon frère. Non, ça, c'est 2 jours après le mien. Il a quel âge? 45. Ah ouais, mais il est bélier aussi, c'est un oui, connard. C'est vrai. C'est un connard. Il a 45. C'est un bélier aussi. Je compte ascendant poisson. Non, j'en sais rien. Oui, comment tu sais? Moi, je sais même pas quel est mon ascendant. Tout ça pour dire que dans 2 semaines, 17 avril. Ça vaut le coup de nous faire des signes en mode faut s'arrêter de parler. Ah, mais c'est ça qui est trop fort en fait. Mais oui, mais attends, qui veut finir la mission? Il y a que moi qui peux le faire. Ah non, avant que quelqu'un veuille essayer. Il y a quelqu'un qui attend son cadeau. C'est vrai. J'avais pas oublié parce que merci Eric, c'est mon anniversaire. Donne-moi ma casquette. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a fait un quiz autour du Hellboyverse et de Mike Mignola. Et je peux vous dire que le vainqueur de cette émission, ce quiz, est roulement de tambour. Et je vais écorcher ton nom exprès, Pierre Aberreur. Bravo! Il n'y a aucune raison qu'il se trompe. Non, c'est soit Pierre Aberré ou Aberreur ou Aberreur. Il se reconnaîtra. Et si tu t'es reconnu, on t'enverra un petit message. Voilà. Et tu répondras avec tes coordonnées. Parce que sinon on pourra pas d'envoyer. De la poste. Voilà, un petit bon, voilà, un truc tu signes et tu donnes un billet au facteur et voilà, tout sera réglé. Je déconne. Ouais. J'ai compris à cette phrase. Donc dans 2 semaines tout ça, on va parler plein de trucs cool dont Guardian, je crois. Non, c'est la semaine d'après. On va parler de quoi? Logan? Luke. Iron Fist. Luke Iron Fist Cage. Iron Fist Cage. Ça va être une émission toute jaune et verte. Pourquoi verte? Qui casse? Oh les mecs, à cause de son costume qu'il a pas dedans. Il a pas de costume dedans. Parce non. Que la série est. Pas de spoil. Allez, lisez bien des comics et à bientôt. Bientôt, ciao. Alors, en fait, est-ce que je peux finir ou pas? Du coup, est-ce que vous avez vu le trailer de JLA ou pas? Ouais. Ah, ça a l'air un peu chaud. Parce que franchement, ça a l'air naze. Mais j'ai vraiment kiffé la mitrailleuse de Batman. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais non. Ouais, tu sais, la Batmobile, à un moment, tu la vois reculer, Non, mais ça me fait penser aux comics dans les années qui n'existent pas, où il y en a jamais eu en fait, je crois. Attends, je crois que c'est ça, non? Et c'est de la merde!